Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Bienvenue en cette émission du 6 juillet. Alors profitez-en parce que évidemment, Eric, lui, il croit que je suis un Chinois, tu vois. Il fait pas la différence entre les Arabes, les Chinois, tout ça. Lui, il croit que je vais travailler tout l'été. Non, non, les gars, encore un peu et ciao, ciao. Non, c'est surtout que je reçois mes enfants. Et t'imagines, tu vois pas tes enfants pendant un an, franchement. C'est vrai, on est des gens de la lutte, hein, et encore, je pourrais même me libérer pour le dimanche, tellement j'aime cette émission et tellement j'aime le cadre. Et puis, faut dire, ils m'emmerdent pas du tout. Je veux dire, j'ai pu développer des tas de trucs, des fois même peut-être des trucs qu'ils trouvent farfelus, et on me casse pas la tête, tu vois. Vas-y, bosse, travail, liberté d'expression, dis ce que tu as à dire. Bon, évidemment, il y a une ligne conductrice, et si je commence à dire Am Israël, aïe, c'est pas le dîner du CRIF non plus, là, n'abusez pas non plus. Mais bon, ben, c'est déjà très bien d'avoir fait, je sais pas, ça fait quelques mois, c'est toujours un plaisir. En tout cas, plaisir de vous retrouver aussi, tous ceux qui sont évidemment là régulièrement et qui soutiennent un petit peu cette chaîne. Donc, je rappelle encore, dont l'objectif, évidemment, c'est de donner la pluralité à tout un tas de gens, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, tous ceux qui veulent, qui s'inscrivent dans l'esprit de la lutte. Et c'est aussi comme ça que l'on démontre petit à petit que non, non, contrairement à ce que disent les rêves et tous ces apocalypses, ces prophètes de la mort, le monde chrétien, le monde musulman n'a pas à se faire la guerre. Enfin, je veux dire, on a notre façon de penser, de concevoir Dieu. OK, on attendra la mort et puis on verra. Il n'y a pas de raison pour que l'on remette des croisades, etc. C'est n'importe quoi, ça, tu vois. Ça, donc, c'est un petit peu l'esprit de cette chaîne et je voudrais saluer évidemment tous ceux qui la font vivre et tous ceux qui permettent que ça puisse marcher. Donc, on va faire une émission aujourd'hui en avance, comme d'habitude. Je m'excuse parce qu'en fait, c'est toujours pareil, hein, j'ai les petits au foot là et on est en finale. Donc, je ne peux pas laisser les petits leur dire les gars, j'ai une émission. Ils vont me dire comment ça, tu as une émission. Nous, coach. Bon, et ben, c'est bien, on a pu avancer. Merci en tout cas à vous et à tous ceux qui vont regarder ce live en différé, en espérant que je ne vais pas faire péter le live. Alors, il faut savoir que quand vous ne voyez plus l'émission, c'est que le temps que YouTube enlève tout ce qui le gêne. Donc, eux, c'est les droits d'auteur et tout. Mais bon, nous, les trois quarts des vidéos, elles circulent partout. Et elles circulent même sur YouTube. Et tu les récupères de YouTube et ils te disent, ils te les bloquent. Mais pourquoi elles sont sur YouTube si tu me bloques les vidéos? À ne rien y penser. Bon, c'est pas grave. En tout Abdel, cas, si tu permets, on pourrait informer nos amis internautes donc que TV ADP va lever le pied à partir du vendredi 1er août jusqu'au dimanche 31 août. Donc tu vois que je ne te prends pas pour un Chinois. Je t'accorde 4 semaines de vacances pour une journée de boulot par semaine, c'est bien payé. oh putain, il est à la manœuvre. Des fois, je me dis, c'est bon, il doit être derrière, il va aller faire une tartine, un truc comme ça. Non, il est aux aguets. Bien Bah, sûr, écoute, bien sûr. non, mais c'est vrai, ça va faire du bien, hein. Un mois, vous aussi, vous allez vous détendre et tout. Alors, c'est tant mieux, hein. Moi, mes enfants, ils arrivent vers le 16 et on n'a pas encore fait le programme. Donc, oui, oui, c'est vachement jouable. En tout cas, sachez que voilà, si un jour vous entendez que le dimanche, Abdel, d'un coup, vous ne le voyez pas là, comme ça, c'est vraiment parce que j'ai les petits et que je voudrais en profiter le maximum. Donc, vous m'excuserez évidemment si je ne suis pas là et évidemment, ne prenez pas ça pour une désertion de ma part. Non, je ne déserte pas, c'est juste, je suis obligé de faire le taf aussi. J'ai besoin de me ressourcer. En tout cas, notez bien que tout le mois d'août, donc, il n'y aura pas sur De TVADP direct. Il y aura de pas jet. de direct, mais il y aura, ponctuellement la diffusion de documentaires et de reportages. Ah ben ça va, bah ouais, vous pourrez toujours vous poser tranquillement le soir et regarder une émission. Bah, c'est très bien. Bah, écoute, ça me va. En tout cas, merci Eric, évidemment, parce qu'encore une fois, bon, on ne connaît pas tous les coulisses, etc., mais aller chercher un gars comme moi, inconnu au bataillon, je ne sais dans je ne sais quelle contrée, Dieu est grand, comme on dit. Donc, on va revenir donc à l'émission d'aujourd'hui. Évidemment, on va parler de qui tu veux qu'on parle, franchement. Il y en a, il m'a dit, Abdel, hey, t'as que les Juifs, Israël, les trucs en tête. Je lui disais, je lui dis, c'est vrai quand tu le dis comme ça, c'est vrai que
C'est vrai que je parle beaucoup de ça. Mais en vérité, il faut savoir que là, on est sur TVA-DP et on est sur une chaîne sérieuse dans lequel on produit, et notamment le dimanche, il faut parler un petit peu, voilà, de ce qui est vraiment l'actualité. Mais vous savez que moi, je suis très, très centré sur tout ce qui est l'ésotérisme, mais aussi sur l'histoire de France et sur tout un tas de choses. Et c'est vrai que de temps en temps, je pourrais vous amener un petit peu dans cet univers-là qui est incroyable puisque tout est mensonge. Donc je suppose que même vous, ça va vous faire du bien d'entendre une autre réécriture de l'histoire qui évidemment est toujours faite par les mêmes, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent et qui voudraient qu'on ne sache pas la vérité en nous inventant une réalité, j'allais dire, elle n'est pas complètement virtuelle, mais en tout cas, elle est matrixée, hein. C'est vraiment du Hollywood, hein. Le roi de France, la France était à l'agonie, Révolution française, il n'y avait rien du tout de tout ça. La France, c'était peut-être même une de ses meilleures périodes. Vous verrez, il y a des historiens qui disent ça et je vais avoir à cœur à vous montrer tout ça. Alors, on va commencer, dans l'actualité évidemment, c'est la matrice les gars, hein, donc essayez de comprendre que des fois on passe du réel à l'eschatologie, à aussi à des notions des fois qui vont vous échapper. Par exemple, si je dis les sataniques, bah oui, celui qui ne croit pas en Dieu, il va se dire: «Ouh là, de quoi ça parle?» Non, non, non. Tu es programmé pour que dès que tu entends Dieu et Satan, que tu aies les poils qui poussent. C'est ça l'eugénisme. Parce que je suppose que 99 d'entre vous, vous n'avez pas lu la Bible, le Pentateuque. Vous n'avez pas lu l'Exode, on est d'accord? Comme d'ailleurs la plupart des musulmans, ils n'ont pas lu le Coran ou ils n'ont pas lu les hadiths. Donc, quand tu as une réaction comme ça épidermique à quelque chose dont tu ne sais même pas de quoi ça parle, c'est la programmation et c'est valable aussi dans d'autres références. Si par exemple je te dis, «Je vais te mettre du jazz», oh direct tu vas sauter parce que si tu fais partie de cet environnement un peu chelou, c'est le hip-hop, rap et cetera, bah, tu vas dire: «Non, jazz», alors que tu as jamais entendu de jazz. Autant tu vas kiffer. Autant quand je vais te mettre, du swing ou des musettes, autant tu vas kiffer. Donc ne n'aie pas de préjugés ou en tout cas, si tu as des préjugés, essaie de les combattre un petit peu pour essayer évidemment d'arriver à l'essentiel, c'est-à-dire est-ce que tu avais raison ou pas finalement? Est-ce que tu avais raison ou pas de pas aimer le jazz? Est-ce que tu avais raison ou pas de pas vouloir, de pas croire en Dieu? Parce que tu peux très bien faire toutes ces recherches et au final te dire: «Bah, je crois pas en Dieu». Mais bon, c'est pas la même différence quand tu as fait tes recherches et quand tu arrives et que tu nous parles de: «Je suis athée». «Ah bon? Qui est Jésus? Je sais pas. C'est quoi l'histoire de Jésus? Je sais pas. Quel est le message de Jésus? Je sais pas». Mais comment tu peux dire que tu es athée? Bah, tu es athée parce qu'à l'école et parce que tout l'environnement te dit qu'il faut être athée, c'est tout. Donc tu es un produit de, cette fabrication, mais je te rassure, elle n'est pas qu'à ton niveau, elle est à tout un tas de niveaux. Et on va le voir aujourd'hui. Alors, dans l'agenda, on va commencer par Il se nomme le Parti de l'Amérique. Le milliardaire Elon Musk a annoncé dans la nuit la création de son parti politique sur son réseau social X après avoir fait un sondage auprès de ses abonnés. En ce qui concerne la ruine de notre pays par le gaspillage et la corruption, nous vivons dans un système à parti unique, pas dans une démocratie. Aujourd'hui, le Parti de l'Amérique est formé pour vous rendre votre liberté. Une annonce faite au lendemain de la fête nationale américaine, où Donald Trump a promulgué ce qu'il appelle une grande et belle loi sur le budget, très critiquée par Elon Musk. Depuis plusieurs jours, les attaques entre les deux hommes sont de plus en plus nombreuses. Je pense que ce qui va se passer, c'est que le Doge va s'intéresser à Musk. Et si c'est le cas, nous allons économiser une fortune. Merci à tous. Je ne pense pas qu'il devrait jouer à ce jeu avec moi. Un jeu entre les deux ex-meilleurs amis qui pourrait donc se transformer en bataille électorale. Vous avez une sorte de rébellion de quelqu'un qui à la fois est déçu par celui qui l'a soutenu et à qui il a donné beaucoup d'argent pour être élu, et aussi de quelqu'un qui menace son business. Donc vous avez deux hommes hyper puissants. alors là, c'est super intéressant parce que, justement, ça nous en dit long un petit peu sur ce qui se passe. Alors soit, Trump est vraiment, un mec dangereux, c'est-à-dire que tous les gens qui le côtoient, ils vont se barrer en direct et ce mec-là, de toute façon, est dangereux. C'est un pro-Lubavitch, c'est un quelqu'un qui a dont toute sa famille, est proche de toute la doctrine messianique, notamment celle de athée le Messia et c'est quelqu'un justement qui en a rien à foutre de tout et vous savez qu'il y a pas plus dangereux que ça, hein. Si vous commencez à mettre des malades mentaux en haut, le bouton rouge, il se dit: «Appuie», tu vois? Donc déjà, lui, c'est un danger. Mais Elon Musk, c'est pas mieux. C'est un mec qui est suprématiste. Donc lui, il a pris des femmes calibrées comme il veut pour créer une race. euh, Avant, on disait la race aryenne. Lui, il va nous sortir une. Mais c'est vrai.
Et 14 femmes, je ne sais pas combien il a d'enfants. D'ailleurs, un de ses enfants est devenu trans, il ne lui parle plus. Mais pour vous dire que lui aussi, il est chelou. Et lui, c'est celui qui te prépare des puces dans la tête et tout. Et en même temps, c'est un génie. Parce qu'il t'a inventé ou il t'a mis des concepts ou je ne sais pas comment. Alors, est-ce que c'est comme Epstein, c'est-à-dire on lui donne tout et on lui dit fais ça et fais croire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a ces deux réalités. Et eux deux, ils commencent à se faire la guerre. Mais là, Trump, il est tombé sur un milliardaire intelligent qui a du réseau. Et l'autre, évidemment, il est face. Donc, c'est intéressant de voir comment ils vont s'en sortir tous les deux dans tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a créé un parti politique. Il faut être culotté. Un parti politique, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Quand tu crées un parti politique sous ton mandat, etc., c'est une déclaration de guerre. Donc, il a viré Vous savez, vous connaissez Trump. Hein. Je vais l'expulser, je vais le jeter. Je ne sais pas ce qu'il a menacé de lui faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une histoire à suivre. Parce que cette histoire de Trump, dont beaucoup le soutiennent, mais je peux vous dire maintenant, est presque, j'en mettrai mes mains à couper. Là, je serais presque, tu vois, si je serais pas loin de dire, écoutez, mettons nos mains à couper. Eh bien, tu sais quoi? Je pourrais miser que Trump est un enfoiré de première. Sûr et certain. Parce que déjà, le Gaza, il s'est loupé complètement. Hein, je rappelle qu'il a voulu faire un paradis. Je rappelle qu'il a voulu virer les gens de Gaza. Et je rappelle qu'il n'a jamais arrêté le massacre de Gaza, ni rien du tout. La preuve, ils y sont encore. C'est-à-dire que Trump, partout, il dit fermez là où je vous envoie des avions. Mais à Israël, il attend le bon vouloir de Netanyahou. Puisque Netanyahou dit on signe un accord de paix, et en même temps, il te bombarde encore des gens là-bas. Et il te ressort les mêmes excuses, il y avait des gens du Hamas. Donc tu vois, ce genre d'hypocrite et ce genre de bouffon, les gens, ils le trouvent fort parce qu'ils sont faibles. Tous ceux qui trouvent Trump fort parce que vous êtes des gros faibles. Parce que si vous étiez fort, vous comprendriez qu'un homme fort, il ne laisse pas un bouffon comme Netanyahou lui faire tout ce qu'il lui fait. Donc il est là, il fait oui, je vous ai amené la paix. Tu n'as surtout pas amené les armes quand l'Iran était en train d'attaquer. Et ça en dit long. Donc vous avez tout un tas de bouffonnage qui se fait dans l'arrière-cour, là. Macron, le système Elnet, le CRIF. D'ailleurs, on va en parler du CRIF. Arrête, comment tu peux ne pas parler du CRIF? Bon, et tout ça qui se passe. Et nous, on essaye. Des fois, on a raison et des fois, on a tort. Tu vois. Des fois, on pense que c'est visible et des fois, il faut essayer de décrypter l'invisible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe entre eux, ce n'est pas juste une histoire de qui c'est qui pisse le plus loin. Là, on a affaire à quelque chose de plus profond, profond, profond. Et moi, j'aimerais bien avoir la fin du mois. En tout cas, on va essayer de l'avoir. Alors, toujours le Trump, hein, parce que lui, évidemment, tout le monde fait ce qu'il veut. Tu peux assassiner des gosses. Alors, lui, il a fait il appelle ça un centre de rétention, mais il l'a mis au milieu des crocodiles. Alors ça, il n'y a que lui pour faire des trucs comme ça. Hein. Il s'appelle Alligator Alcatraz. C'est en Floride. Donc, en fait, il va entamer, il va mettre tout un tas de gens. Et ensuite, il y a des crocodiles pour les retenir. Et après tout, à la rigueur, qu'ils se fassent bouffer, qu'ils se fassent quoi que ce soit. Mais rien que le concept, il est ignoble. Parce que Hitler, lui, il a mis des gardes. La différence entre Trump et Hitler, c'est qu'Hitler a mis des gardes. C'est tout. Hitler, il a mis des corridors et il a mis des gardes. Mais sinon, les barbelés, ça y était. Les grillages, ça y était. Les gens enfermés, ça y était. C'est quoi la différence? Alors, évidemment, c'est des migrants. Et les migrants, par exemple, s'ils s'enfuient, qu'ils sont bouffés par des alligators, c'est pas grave, ils n'ont qu'à pas s'enfuir. C'est comme ça. Ah oui, c'était le cas des Juifs aussi. Hein. Ils étaient enfermés, le premier qui bougeait, on lui tirait dessus. Il n'avait qu'à pas bouger. Bon, moi, j'aime bien qu'il y a des gens qui vénèrent ce genre de personnes-là, mais ce genre de personnes-là, quand ils dirigeaient le monde, vous seriez les premiers à vous plaindre d'eux. Et c'est ça qui est toujours marrant. Les gens qui aiment les mecs qui sont loin, les pays qui sont loin, les choses qui sont loin. Là, ça me fait penser à tous ces Arabes de France, là, ces Maghrébins et tout ça. Oh, j'aime mon pays et tout. Moi, j'aime mon pays. Moi, je suis ici, je suis ça. Mais le mec, t'es loin. Je sais même pas ce que c'est ton pays. Viens y vivre pendant des mois, des années. Après, tu peux parler. Tu vois? Il y a plein de choses comme ça, un peu, tu vois.
tout un tas de concepts qu'on a, mais en vérité, parce qu'on ne les connaît pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des gens qui sont sur place et qui nous disent, etc., etc. Et puis après, te dire, ouais, ça me plairait parce qu'apparemment, franchement, il y a une bonne chose. Ben, la France, nous, c'est pourri. Ma foi, moi, j'ai vécu 39 ans, vous, vous y êtes encore. Ouais, je veux dire, la France, elle est bien, la France. Il faut remonter à notre enfance, hein, pour trouver une France un peu apaisée, un peu tranquille. On jouait au foot, on avait des centres sociaux, on nous amenait à la plage, on nous amenait à la montagne. Et maintenant, on t'amène nulle part, hein. Comme ça. C'est le monde de fou. Seulement un jour du lancement des BRICS à Rio de Janeiro, la ville est en pleine effervescence. Sécurité maximale, logistique complexe avec fermeture d'aéroports et périmètre quadrillé. Le coup d'envoi du 6 juillet s'annonce calibré au millimètre pour maximiser l'impact diplomatique et symbolique de ce grand rendez-vous. Un défi de taille pour la ville de Rio qui s'est lancée dans une vaste préparation logistique et organisationnelle et politique pour faire de ce sommet des BRICS un sommet et un moment fondateur. Un sommet qui promet d'engager de nouvelles... Ah, là, je suis obligé d'ailleurs de saluer Monké, qui est là, saluer Audrey, saluer toute la compagnie qui est sur TikTok. Merci de votre présence. Partagez le live, s'il vous plaît, et tapotez. Et puis, je voudrais saluer aussi toute la TV ADP Family. Alors, moi, je regarde là parce que mon écran, il est ici. Donc, Electron Libre, salut à toi. Roger Ducon, rien à cirer de Trump. La vie des milliardaires ne m'intéresse pas. Il me dit, il y a Dallas qui nous dit oui, Trump. Il ne veut pas qu'on joue avec ses jouets. Ce n'est pas faux. Dark, qu'est-ce qu'il nous dit, Dark? La question, c'est qui va économiser et pourquoi? Samia Selami, Salem, Shalom, salut à tous. Wa alaikum salam. On s'en fout de l'Amérique. Ben, Gino, tu ne devrais pas. Qu'est-ce qu'il nous dit, Yvan Gascogne? Bonjour à tous. Abdel, tu nous l'as fait à la Brigitte, retire ta perruque. J'y arrive pas, les gars. J'arrive pas, j'ai déjà une contestation. J'ai même pas commencé que j'ai une contestation sur TikTok. J'ai même pas commencé encore à dérouler le live en attendant évidemment que tout le monde vienne. En tout cas, ok. Et évidemment, je voudrais saluer Chacha, l'éternel ami Chacha qui régule un petit peu tous mes comptes et tout. Gros bisous à toi. J'espère que tu vas bien. Fond du Nord et compagnie. Allez les amis, j'espère que vous êtes prêts. On va enchaîner cette fois-ci. Je vais vous amener dans du lourd au niveau arnaque, évidemment. Puisque les grosses chaleurs arrivent, on va parler du réchauffement climatique en deuxième partie. On va continuer à se faire l'actualité en mode rapide. Alors là, c'est assez marrant. Regardez, Macron, il y a des gens qui l'applaudissent. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que normalement, lui, il va dans des stades de foot, il va dans des trucs comme ça, mais tu peux pas. Dans les stades de foot, il n'y a personne qui l'applaudit, lui. Alors, ils ont fait un petit truc de clando, là. C'est en plus autour des 10 ans de quoi? En marche. Ils étaient des milliers, ils sont devenus une centaine. Incroyable. Vous savez quoi? Quand il est arrivé, lui, il n'avait pas de parti. Il a fait un parti, tout le monde l'a rejoint, bordel et tout. Et après, c'est la débandade. Ils sont des milliers de partis. Il ne reste plus que lui, sa mère, enfin son père, alias sa femme, son grand-père, on ne sait plus qui c'est. Enfin bref, en tout cas, il ne reste que eux. Et alors, ce Macron, là, il jouit d'une impunité totale. Il va nous la faire encore une belle... tiens, écoute, c'est du Macron. Pour les 2 ans qui viennent, chaque jour, pour dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Parce que vous serez là. Et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. Et ensemble, on ne lâchera rien. Rien. Bon, déjà, c'est chelou, les gars. 2 ans, ok, je comprends. 5 ans, 10 ans? De quoi il parle, lui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai raté quelque chose? Il se barre pas dans 2 ans, lui? Il est comme là, il leur dit, les gars, j'ai encore besoin de vous. 2 ans, 5 ans, 10 ans? Comment ça? Comment ça? C'est quoi le bordel, là? Les gars, il est en train de nous dire quelque chose ou pas? Il est en train de nous faire une... Qu'est-ce qu'il a, là? Il fait un complexe, il est triste, ou alors il a un projet, il a un plan. Parce que je vous rappelle, il a dit, les gars, 2 ans, 5 ans, 10 ans.
Et là, du coup, je vous pose la question à vous dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un projet où il reste en place? Franchement, cette voix, cette petite voix nasillarde, presque enfantine, c'est donc ça le visage ou plutôt la voix de la Attends, je vous la remets. Pour les 2 ans qui viennent, chaque jour, pour dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous, pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, parce que vous serez là. Et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. Ah, justement, c'est la question, est-ce qu'il va changer la loi ou pas? Comme le dit si bien Kala, franchement, il a tenté, il a envoyé, tu sais, son escroc bras droit, hein, rappelez-vous, il l'a envoyé pour dire on devrait changer la loi pour qu'il fasse un troisième mandat. Bon, il a fait des tentatives comme ça, mais bon, nous, on s'est dit, c'est bon, il a zappé et tout. Alors, est-ce que le projet, c'est qu'il y ait tellement le bordel en France pour qu'il nous fasse une Sarkozette, c'est-à-dire qu'il veut revenir et qu'il veut rester, ou est-ce qu'il va nous amener en guerre? Moi, je ne sais pas. En tout cas, les gars, le coût de la guerre, vous allez voir tout à l'heure, c'est quand même très gros, parce que la France, ça fait des années qu'elle n'a plus de munitions. Les bateaux, ils partent sans munitions. Vous allez voir, entendre le ministre qui va le déclarer et tout. Ça fait déjà des années. C'est pour ça d'ailleurs que la France, heureusement qu'elle n'a rien, parce que si elle avait des munitions et tout, elle serait capable de faire comme l'Amérique. Elle serait capable d'attaquer des pays, des trucs comme ça. Ben ouais, puisque tu vois que c'est BHL, le ministre des Affaires étrangères, qui décide qu'on doit aller en Libye et tout, tu te dis, quelque part, tant mieux qu'elle n'ait pas de munitions. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Alors, ce même Macron, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que là, on arrive à quand même les dernières années de son mandat, et regardez ce qu'il y a en préparation. Tu es au courant de la dernière dinguerie qui va te tomber sur la gueule? Du moins, elle va tous nous tomber sur la gueule. Alors, je lis le tweet et je t'explique après, reste, parce que c'est hyper important. L'Assemblée nationale devrait bientôt adopter la loi visant à sécuriser l'espace numérique. Le sénateur centriste Loïc Hervé a décidé d'amender la loi et d'y ajouter un délit d'outrage en ligne qui pourrait être puni de 3 750 € d'amende et 1 an de prison si tu manques de respect sur les réseaux. Alors, je ne vais pas te sortir des termes politiques. En fait, si tu veux, cette loi-là du numérique, elle avait été faite pour les vérifications d'identité pour que les jeunes n'aillent pas sur des sites moins de 18 ans. Mais en fait, il y a un amendement qui a été mis en fait dans cette loi qui dit que si tu manques de respect en fait à une personne sur les réseaux, eh ben, ils pourront te donner une amende sans passer par un procès. Et cette amende est de 3 750 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Twitter ou sur TikTok ou sur tes messageries, bah, si tu, par exemple, manques de respect à Emmanuel Macron, eh bah, tu pourras être condamné à 3 750 € d'amende pour injure, en gros, envers le président de la République, par exemple. Oui, parce que ne croyez pas en fait que cette loi, elle va être dirigée vers toi, petite personne lambda. Bien sûr, en fait, c'est juste une histoire de t'éteindre et que tu ne puisses plus en fait critiquer, par exemple, un président de la République. Chachal me dit, elle est où la liberté d'expression? J'ai failli lui dire, il est où ton cerveau? J'en profite, putain, je peux dire ce que je veux et tout. Ah, mais les gars, vous parlez encore de liberté d'expression? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je vous fasse une monkey? Vous voulez que je commence à m'énerver? Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie, bordel. C'était une illusion, c'est la République. D'ailleurs, ce que je dis là peut être passible de quelque chose de très grave. Vous allez voir, puisque c'est l'amendement qui est en préparation, qui est encore pire que celui qu'on vient d'entendre. Accrochez-vous, les amis, c'est du très lourd. Vous allez tomber de votre chaise. Surtout quand vous allez voir qui est signataire de ça. Ça vient de sortir alors que ça a été déposé il y a quelques jours, mais ça n'a pas été vu tout de suite. Et je vais vous le lire, c'est sur le site de l'Assemblée nationale, c'est très officiel. C'est une proposition de loi déposée très officiellement le 10 juin dernier par 27 députés qui sont essentiellement… Alors écoutez, c'est extraordinaire. M. Vautier lui-même, mais également 2 RN, Hélène Laporte et Kevin Mauvieux. Donc 2 députés RN, plus des députés essentiellement LR et peut-être des députés, je n'ai pas vérifié, mais du groupe UDR aussi, vous savez, d'Éric Ciotti. Cette proposition de loi déposée donc il n'y a pas longtemps, le 10 juin, officiellement, est complètement dingo. Alors, je vais vous lire. Écoutez bien, elle est très dangereuse. Et vous allez, j'espère, ensuite engueuler les députés qui ont osé… Alors, c'est un peu long, mais c'est très, très important d'écouter. Proposition de loi numéro 1535 du 10 juin. Le titre, proposition de loi visant à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain. Ah, Vous comprenez déjà dès le titre que c'est hyper flou, qu'on y met ce qu'on veut et donc que c'est vachement dangereux. Mais je vais vous lire
ce qu'il y a dedans. Je suis sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, mesdames, messieurs, donc exposé des motifs. Écoutez bien, cette proposition de loi vise à ériger en infraction la production, la diffusion et l'apologie de propos ou contenus contestant les principes républicains fondamentaux. La République française repose sur des principes fondamentaux. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, souveraineté du peuple, mon œil, et indivisibilité de la nation. Ces valeurs garanties par la Constitution et consolidées par la loi constituent le socle du vivre ensemble. Or, ces principes sont aujourd'hui menacés par la diffusion de discours issus de courants idéologiques qui remettent en cause notre modèle fondé sur l'universalisme républicain. Alors, leurs messages anti-républicains sont diffusés au travers des réseaux sociaux, des associations culturelles ou religieuses, certains relais médiatiques et lieux de culte. Si la liberté d'expression doit être protégée, elle ne saurait servir de bouclier à la propagation d'idéologies visant à éroder le contrat social républicain. Alors, ils prennent un exemple en disant, par exemple, les frères musulmans. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que leurs principes, et vous allez voir les articles de cette proposition de loi, sont bien plus larges que simplement les fondamentalistes islamistes ou les frères musulmans. Donc, je vous traduis parce qu'il est en PLS, Meskin. Ce qu'il est en train de dire, c'est capital. C'est-à-dire que cet article de loi peut me faire expulser de France. Moi, ils m'ont expulsé et ils n'avaient pas le droit parce qu'un ensemble de lois n'était pas arrivé. Mais là, avec tout ce qu'ils ont mis en place, mais bien sûr qu'ils auraient raison de m'expulser. Tu ne peux pas critiquer Israël. Ouais, tu ne peux pas critiquer Netanyahou. Tu ne peux pas dénoncer des soldats qui reviennent. Tu ne peux pas critiquer la République. Mais quand tu critiques la République, ce n'est pas les valeurs universelles, liberté, égalité, c'est la franc-maçonnerie, les courants et tout. Tu ne peux plus. Et ça, c'est un projet de loi qui a été déposé le 10 juin. Donc, ça va arriver en été peut-être, ou je ne sais quand. Hop, et tu vas te retrouver avec plein de gens qui vont se retrouver avec des OQTF, avec des etc. Ça, c'est pour tous les étrangers. Et pour tous les autres, ils vont morfler. Et évidemment, on sert l'histoire des frères musulmans. Et c'est là où les musulmans pêcheurs, jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'on va les utiliser, en fait, à chaque fois pour défoncer les Français. Donc, en apparence, ils parlent toujours de nous, mais dans la réalité, c'est le peuple de France qui veut museler. C'est le peuple de France qui veut le faire taire. Et c'est vrai que c'est toujours nous qu'on morfle. Mais en vérité de vérité, là, on n'est plus leur problème. Je veux dire, les musulmans en France, ils ont très bien compris que c'était fini le problème. Parce qu'il n'y en a jamais réellement eu. Le véritable problème, c'est que ça assoit un discours politique et puis ça donne des carrières. N'importe qui critique les musulmans et l'islam a une belle carrière devant lui, dans une certaine mesure. Vous prenez Ben le Patriote, Samia la Patriote, vous prenez tous ces Arabes qui crachent sur l'islam. Ils ont tous des milliers de followers et ils touchent des milliers d'argent. Qui leur donne? Ben, tous les fachos, les tocards, les idiots et tout ce que tu veux parmi le peuple déjà. Mais il n'y a pas que. Rappelez-vous pour Naël. Naël, tu as un policier qui tue un jeune de quartier. Donc, tu vas dire un noir ou un arabe. Et là, il fait 1 million la cagnotte. Et là, tu te dis, tu as vu, les Français, c'est tous des fachos. Et après, tu apprends que la cagnotte, les 3/4, les 1 million, là, c'est des familles anonymes, très riches, qui font des dons de 100 000 euros. Ce n'était même pas le peuple de France. Oh, Roulette! Salam alaikum, Roulette. Salut, Roulette. Salut à toi. Salut, Mohamed Malek. Arbaoui. Salut, Noblard. Salut, Charles. Bienvenue à vous, évidemment, sur TVADP 143. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est une histoire réelle que je vous raconte, les amis. On se sert des musulmans et des frères musulmans et de l'islam pour arriver à des pouvoirs. Mais qui a derrière instauré cette espèce d'idéologie? Et là, c'est là où vous voyez ce qu'eux, ils appellent l'état profond, mais moi, ce que j'appelle Khazar. C'est-à-dire que c'est écrit dans leur livre, d'après eux. Dans le Talmud, c'est déjà écrit. Les chrétiens et les musulmans, ils doivent égorger les chrétiens. Ils ont déjà tout tracé ils ont déjà tué le game. C'est-à-dire, on connaît déjà leur histoire. Et c'est ce qu'ils font. Mais quand vous prenez ces deux lois réunies, celle de 3700 et celle qui veulent mettre là en place, c'est-à-dire le délit, en fait, d'outrage à la République, ça veut dire que, la liberté d'expression, elle est morte, mais plus que la liberté d'expression, c'est la liberté de penser. C'est la liberté d'avoir des idées, c'est la liberté de faire des recherches, scientifiques ou pas. C'est la liberté d'aller essayer de voir
si ce qu'on nous dit est vrai ou pas, puisqu'à partir du moment qu'il y a un discours et que toi, tu arrives et que tu en produis un autre et que tu oses dénoncer les usurpateurs qui vont mentir, à partir de là, c'est mort. Et c'est pour ça que vous ne verrez, par exemple, plus ce genre de vidéos. Un petit exemple. Virus qu'on n'a pas vu venir. Tu peux prendre le pari là-dessus? Top 5. Alors, écoutez celui-là. Peut-être que dans 5 ans, il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu peux prendre le pari là-dessus? Top 5 de prémonitions troublantes. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés, présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. 180 degrés quand même ce virage. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah ben alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, non mais attendez. Peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu vois? Tu peux prendre le pari là-dessus? J'en appelle les 3 en fait. 3 femmes? Ouais. Ils travaillent dans quel domaine? Dans le privé. Dans le privé. On n'en saura pas plus. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Mme Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. En 2027. Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire, mais vous n'avez pas vu que les Russes, ils allaient envahir la Pologne? Tu peux faire le pari que dans les 10 ans qui viennent, on n'aura pas un risque sur notre sécurité. Je parle d'un risque sérieux, on a déjà des risques sur notre sécurité, accessoirement. On connaît déjà cette année. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une pandémie colossale. Je ne veux pas paniquer les populations. La France a commandé 600 millions de masques. Ouais, c'est vrai. Nous sommes à 15 millions de boîtes de médicaments stockés. 600 millions 3 millions de masques. 600 millions nous vivons, profitons. Je le fais de sources sûres. Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va le vivre, c'est quand. Le couvre-feu, ils vont dire préparer tout, comment l'armée va rentrer pour pas qu'il y ait des pillards, comment ils vont protéger les hôpitaux. Peut-être que dans 5 ans, il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Donc, vous voyez ce genre de gens qui font tout ça, ces vidéos, et qui nous expliquent à quel point on est dominé par tout un tas de salopards qui, évidemment, parce que ça, c'est la grâce de Dieu, ne peuvent pas faire les choses en cachette. Pourquoi? Parce que dans le dilemme qui nous est, dans le dilemme dans lequel nous sommes sur Terre, alors évidemment, là, je parle d'un point de vue de la foi, et évidemment que les monothéistes vont se retrouver en moi. En tout cas, j'espère que les chrétiens se retrouveront en moi, parce que je ne connais pas aussi bien leur religion que la mienne. Donc, je m'en excuse si jamais je fais une casar, c'est-à-dire si je réécris un peu votre histoire. Mais il me semble que justement, un des piliers de notre présence sur Terre, c'est de pouvoir justement gagner le paradis, d'accord? Ne pas finir en enfer. Mais pour gagner le paradis et pour ne pas finir en enfer, ça va être donc une succession de choix et de comportements de ce que nous sommes. Donc, si on fait le bien et si on croit en Dieu, et si on veut le bien, et si on est dans une posture à la Jésus ou aux enseignements qu'on va retrouver dans l'islam, bon, normalement, ça veut dire que dans les défis qui nous est donnés sur Terre, on va s'éloigner du mal. Et donc, ça veut dire qu'il y a une présence du mal. Et donc là, qu'est-ce que nous sommes en train de voir, justement? C'est que le diable, il ne peut pas simplement faire tout par cachette. Il a forcément besoin de notre consentement. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Donc, dans le Coran, il est dit, dans les versets prophétiques aussi, qu'à la fin, quand on va être dans le jugement dernier, c'est en fait ceux qui seront restés sur la bonne voie. Donc, ça veut dire que nous allons être toujours tentés d'être j'allais dire, entre parenthèses, détournés. Voilà. Donc, ceux qui sont, par exemple, dans la galère, on va leur dire, fais un crédit, fais l'usure, alors que l'usure, c'est interdit. Mais comme tu es en galère, ben, tu vois, il va te tenter par ça. Celui qui a beaucoup d'argent, soit un égoïste. Ben, il va te tenter comme ça. Et il y a plein de situations comme ça sur lesquelles on doit toujours essayer. Et ben, évidemment, ce n'est pas évident. Hein. Des fois, on pêche, des fois, non. Des fois, on est très bien dans la voie de Dieu. Et ben, des fois, on est carrément à côté.
C'est tout le défi. Et à la fin, la miséricorde de Dieu fait que certains vont avoir des péchés pardonnés, d'autres non. Et puis il y a le purgatoire, et enfin, il y a tout ce système-là. Donc ça, c'est, on va dire, la devise de fond. Donc ces gens-là, ils sont obligés d'annoncer le mal. Pourquoi? Parce que tu peux toujours l'éviter. Tu peux toujours dire non. Et évidemment, il y a des gens bien qui vont succomber au mal. Par exemple, ceux qui vont croire, parce qu'ils n'ont pas accès à nos discours, ils vont croire que la piqûre, c'était bien pour eux. On ne va pas dire que c'est des gens méchants, autant c'est des gens qui sont super bien, ils font leur truc et tout. Mais il y a quelque chose qui manque dans leur raisonnement. Parce que si tu vas un petit peu jusqu'au bout, tu vas voir qu'il y avait des docteurs qui disaient non. Il y avait des gens qui étaient opposés. Il y avait tout un tas de réseaux sociaux qui faisaient des lives entiers pour expliquer. Donc, si toi, tu n'en as rien à foutre et que tu veux juste écouter le gouvernement, eh ben, tu vois, là, tu es dans une posture de mal. Parce que tu n'as pas pris soin de ton corps et de ton esprit. Tu as abandonné ton corps et ton esprit au premier venu. Eh, vaccinez-vous, on y va. Non, ton corps et ton esprit, tu dois le tenir intact le plus possible. Tu dois le protéger, tu ne dois pas manger de la merde et tu ne dois pas lui faire entrer tout un tas de conneries ici. Donc, le fait de succomber aux décisions des élites sans chercher à comprendre si ce qu'ils disent est vrai et si c'est basé sur de la justice, eh ben ça, c'est quelque chose de mal. Donc, c'est pour ça qu'ils annoncent toutes leurs choses. Mais par exemple, il y a un autre style de vidéo que vous ne verrez plus, c'est ceux qui essaient de commenter, par exemple, ça. Ici, on trouve quelques messages prédictifs pour l'année 2019 que peut-être la plupart des gens n'ont pas remarqués. Et remarquez ici, entre le continent européen et le continent africain, il y a une voiture électrique, et avec le câble coupé, et notez que cette voiture se trouve juste ici, au milieu, entre le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à la suite de ce message prédictif? L'Espagne se tourne vers les énergies renouvelables, vers les énergies propres, mais elles sont inefficaces en cas de crise, par exemple, car ces énergies sont instables. C'est le signe que le continent européen n'est pas préparé à ce qu'il attend en matière de coupure d'électricité. Jetez un coup d'œil à cette autre couverture qui date de mai 2020. Les étoiles qui composent l'Union européenne, certaines sont éteintes, d'autres sont à moitié éclairées, et d'autres sont éclairées par un câble électrique qui est apparemment connecté à un certain État membre qui parasite ce continent. Cette entité parasitaire n'est pas officiellement déclarée membre de l'Union européenne. En fait, c'est elle qui contrôle réellement l'interrupteur, et tout dans l'ombre, et que personne ne l'oblige à payer des impôts. Contrairement aux autres membres qui doivent payer des impôts pour l'existence de cette entité. Et sans même que les citoyens le sachent, j'espère que vous comprenez de qui je parle, n'est-ce pas? Vous voyez ce genre de truc, eh ben, tu ne pourras plus l'avoir. Tu ne pourras plus avoir de gens qui essayent de voir à travers les couvertures économistes, etc., une partie de ce qui nous arrive. Et c'est ça, en fait, dont Philippot est en train de parler. C'est-à-dire que l'atteinte à la République, aux valeurs de la République, ce n'est pas simplement de dire les jupes courtes, franchement, ça fait un peu… non, ça c'est ce qu'il nous disait à l'époque. Les femmes qui se mettent en jupe, non, elles doivent mettre des robes. Non, là, maintenant, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Donc, tout ce qui est l'atteinte à la République, c'est tellement vaste et ça veut tellement dire beaucoup de choses. Critiquer les élus, par exemple, c'est une atteinte à la République, tu vois. Que, franchement, c'est devenu n'importe quoi. Mais dans leur loi qui avait avant, celle de 3 700 €, c'est l'idée que tu passes même pas devant un juge. C'est-à-dire que quand tu vas faire quand tu vas dire des trucs de ouf sur des gens, sur des ateliers, etc., tu vas payer des amendes chères. Et eux, en fait, ce qui compte, c'est sur ça. Eh ben ouais, on ne peut pas réguler, sinon ils vont dire on porte atteinte à la liberté d'expression. Donc, on va créer un délit et puis on va les faire payer pour ça. Et vous allez voir, c'est pas malheureusement que ça qui nous attend. Nous sommes au bord d'un changement radical, ou nous sommes sur le point de le faire. Et je le dis avec audace. Nous sommes sur le point d'abandonner le système monétaire et comptable traditionnel et d'en introduire un nouveau. Et la nouvelle comptabilité, ce que nous appelons la blockchain. Cela signifie numérique. Cela signifie avoir un enregistrement presque parfait de chaque transaction qui se produit dans l'économie. Et cela nous donnera une bien plus grande clarté sur ce qui se passe. Et cela soulève également d'énormes dangers en termes d'équilibre des pouvoirs entre les États et les citoyens. Nous évoluons vers un nouveau système financier, mais la population générale ne s'oriente pas vers un nouveau système financier. On passe à une grille de contrôle. La CBDC peut permettre aux agences gouvernementales et aux acteurs du secteur privé
de programmer la création de contrats intelligents pour permettre des fonctions politiques ciblées, comme par exemple le paiement de prestations sociales, autre exemple, le coupon de consommation, les bons d'alimentation, en programmant la CBDC. Cet argent peut être précisément ciblé sur le type de personnes qui peuvent le posséder et sur le type d'utilisation qu'ils peuvent faire de cette monnaie. Une différence essentielle avec la CBDC est que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations et que nous disposerons également de la technologie pour les faire respecter. Ils disent nous pouvons les contrôler avec des règles. Nous n'avons plus besoin de monnaie. Et donc, ce n'est plus un système financier ou un système monétaire. C'est un camp de concentration purement numérique. C'est un système d'esclavage. Quand Catherine Austin Fitts parle, nous devrions l'écouter. Elle est une ancienne banquière d'investissement de haut niveau à New York et a occupé un poste important dans la première administration de Bush à Washington. Il existe peut-être des milliers de modèles de fonctionnement, mais vous aurez essentiellement la possibilité de choisir entre un compte bancaire ou une carte de crédit et de l'activer ou de la désactiver. Mon système d'incitation ne consiste pas à aller travailler dur et à gagner de l'argent. Mon système d'incitation peut être basé sur la façon dont vous vous êtes comporté au cours des 5 dernières minutes, avec des bases de données accessibles H24 et 7 jours sur 7. Les CBDC, comme leur nom l'indique, seraient émises par des banques centrales comme la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre, et non par des banques de détail. Cela signifierait la fin de l'argent liquide, et chaque transaction que vous effectuez serait transparente et conservée dans une base de données permanente. Fondamentalement, dans un régime d'émission de CO2 net zéro, votre empreinte carbone pourrait être au cœur du système. Nous développons, grâce à la technologie, une capacité pour les consommateurs à mesurer leur propre empreinte carbone. Qu'est-ce que cela signifie? C'est là qu'ils voyagent, comment voyagent-ils, que mangent-ils, que consomment-ils sur la plateforme? Donc, un outil de suivi de l'empreinte carbone individuelle. Cela pourrait constituer l'infrastructure d'un système de crédit carbone. C'est un système totalitaire. Et si les gens n'en prennent pas conscience maintenant, il sera trop tard pour revenir en arrière. C'est un système à cliquer où il est très difficile, voire impossible de revenir en arrière. Terrifiant. Franchement, c'est le mot qui arrive, terrifiant. Je vais finalement par croire que finalement Dieu m'a sauvé en fait. En m'éloignant de vous. Je vais vraiment finir par croire ça. Parce que tout est en train de s'accélérer, mais ça ne se voit pas. La guerre, Gaza, tout ça, ça nous occulte de quelque chose qui prépare. D'ailleurs, on l'avait vu, on ne voit plus les Klaus Schwab. On ne voit plus les Bill Gates. Ils sont tous en train d'œuvrer, tous en train de travailler pour ce qui va arriver derrière. Ça, c'est flippant. Mais en tout cas, tout est régi. La blockchain, l'empreinte carbone, ils disent un mot, empreinte carbone, c'est l'escroquerie, dont on sait que c'est une escroquerie maintenant, le climat, vous verrez tout à l'heure. Mais surtout, mange par exemple de la viande 4 fois par semaine. Vous mangez trop de viande, monsieur. Ils vont te dire, tu manges trop de viande. Ta voiture, tu as fait un plein, tu en as fait 2 dans la semaine, tu as trop roulé. Tu as voyagé une fois, c'est bien. 2 fois, non, là, tu commences à abuser. Et là, tu vas voir finalement ceux qui ont des sous qui vont pouvoir justement payer pour pouvoir voyager. Et là, tu te rends compte que Attali avait raison. Il y aura 3 catégories de gens. Les pauvres, qui se feront la guerre et qui seront obligés d'aller chercher un peu à manger un peu partout. Les semi-riches qui auront peur d'être pauvres et qui voudront être comme les riches et qui seront des gros larbins. Et puis ceux qui pourront voyager, faire tout ce qu'ils veulent. C'est quand même assez terrifiant. Donc, tu vois, ils ramènent des lois parce que tu as des systèmes qui arrivent et qui commencent à être balèzes et que tu ne pourras plus critiquer parce que tu auras des lois pour te faire taire. Ça, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Vraiment, je suis inquiet, je le dis comme ça en rigolant. Pas surtout pour vous. Hein. Vous savez, nous, ici, on peut encore retirer 100 000 € par jour. Bon, voilà. Et on peut encore faire ce que l'on veut. Monter à 4 sur une mobilette. Ouais, la loi te l'interdit. Ouais, le policier t'arrête, tu lui donnes 5 €. Ici, tu peux encore faire des tas de choses que tu faisais dans les années 80. Donc oui, le Maroc, le Maghreb et toute une partie du monde, un jour, ils auront le nouvel ordre mondial.
Mais en attendant, quand toi, tu seras en train de te faire fouetter, eh ben, nous, on pourra encore vivre. Et la question, c'est est-ce que tu prépares ton départ? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu es pas mal, tu as bien avancé? Ou est-ce que tu as rien préparé? Alors, si tu as rien préparé, j'espère que tu es un vrai croyant. Pourquoi? Parce que si tu meurs en martyr là-bas, c'est-à-dire si tu es une des victimes de ce système-là, ah, tu peux gagner le paradis. Ça, c'est un peu comme les Gazaouis. Les Gazaouis qui luttent contre Israël, franchement, si eux, ils vont pas au paradis, qui va y aller, quoi? Voilà. Ben, la France, ça va être pareil. C'est comme les Gazaouis là, qui luttent contre là-bas, là, contre ces démons. Ben, toi, tu as tes démons en France, hein. Donc, si tu es croyant et que tu crois au sentier de Dieu et à la, tu es au bon endroit. Si tu n'es pas croyant, que tu as des sous, que tu peux partir et que tu pars pas, tu es un des plus débiles peut-être de la société. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui aimeraient partir, mais ils n'ont pas les sous. Parce qu'ils ont fait en sorte d'appauvrir tout le monde. En fait, il n'y a qu'eux qui s'enrichissent et tout le reste, ils deviennent pauvres. C'est-à-dire ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas se chauffer, mais ils ne peuvent pas se barrer aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'invite Macron à faire une loi. 50 000 € à tous ceux qui veulent partir de France. Les Noirs et les Arabes. 50 000 €. Alors, faites 50 000 € et vous allez voir des gens en masse qui vont se barrer de France. Il y aura même des Français qui vont se barrer. Et ils vont se colorier en noir. Ils vont dire je viens du Sénégal. Je viens du Sénégal. Mais cousin, tu es un breton, qu'est-ce que tu nous racontes? Non, mais c'est ça. Vous voulez que les Noirs et les Arabes y partent? Franchement, faites-le. Mettez de l'argent. Pourquoi 50 000 €? Ben, ils achètent un terrain et puis, tu sais, c'est qu'un terrain, hein. Et puis après, ils se débrouilleront, ils auront 20 000 €, mais déjà rien que ça. Parce qu'évidemment, les retraités, ils vont vous inventer une loi de fou. Tu es obligé de vivre en France 9 mois. Donc, franchement, être retraité, c'est même pas intéressant. Tu vas toucher 800 € par mois, mais qu'est-ce que tu vas galérer? Alors qu'on te donne 50 000 €, vas-y, barre-toi direct. Va faire ta petite maison, va faire ton truc, va faire un jardin, poulailler, etc. Alors là, je disais les Noirs et les Arabes parce que je faisais allusion à toute cette propagande anti-immigrés, anti-noirs, anti-arabes, anti-islam. Mais évidemment que même les gens qui ont un cerveau, vous êtes dans la merde. Donc ceux qui n'ont pas de sous, sachez que c'est volontaire. Tu touches 3 000 €, ben, ils ont trouvé le système avec les impôts. Hein, tu touches 3 000 à 4 000 €, tu es un clando. Tu touches le RSA, on n'en parle même pas. Ils sont trop forts. Donc à moins de faire partie de ces cadres, et ils sont très peu, tout le reste sont coincés. Et pour clôturer le tout, ils ont fait des crédits à tout le monde. Alors va partir toi alors que tu as un crédit, tu as une maison et tout. Et alors si tu as des enfants, tu es dans la merde. Ils sont trop forts. Mais parce qu'eux, ils réfléchissent depuis 20-30 ans. Protocole de Toronto. Ensuite, ils ont rentré le Lisbonne, ils ont rentré Rome, traité de Lisbonne, traité de Sbel, traité de Tré. Tout ça pour qu'on en arrive en 2025 à ce qu'on a tous compris ce qui se passe, mais que on est tous enfermés parce que c'était il y a 20 ans qu'il fallait le comprendre. En gros, on est des tocards. Ouais, mais bon, il y a 20 ans, j'avais quel âge? Ouais, mais si, j'étais un tocard parce qu'il y a 20 ans, j'avais 20 ans. Voilà. Ben, à 20 ans, qu'est-ce que je foutais? Il faut dire qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas ces lanceurs d'alerte de ouf, même s'ils ont existé pour certains depuis longtemps. Abdel fait un tableau moins sombre, pas arc-en-ciel, par contre, construisons des solutions. Ah, c'est ça, salut mon bon poteau riche, Noëlla. Et c'est ça en fait le problème. Le problème, c'est que on nous a toujours fait croire qu'il y avait une solution à quelque chose en fait où il n'y avait pas de solution s'il n'y avait pas de retour en fait à Dieu. Donc il n'y a pas de solution. Il n'existe aucune solution pour sauver la France, si ce n'est retourner à la chrétienté. Il n'y en a aucune autre. Si tu ne reprends pas les messages de Jésus, de Isa alayhi salam, si tu ne reprends pas une dimension spirituelle, la France, elle est morte. Et d'ailleurs, pas que la France, tout pays qui va se détourner de l'essentiel, il sera mort, hein. Donc la France est mortée. Et si tu comptes déménager dans un pays qui lui aussi ne croit plus en Dieu, c'est mort, hein. Laisse tomber, hein. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir maintenant pour certains. Vous avez tellement été plongé dans l'athéisme et dans le fait que Dieu n'existe pas, parce que pour vous, c'est évident, alors que pour toute personne, c'est évident que l'univers, il tient à la décimale près. Tout a une structure. La Terre, le machin, tu dévis d'1 degré, d'un machin, il y a tout qui s'écroule.
Quoi? Le hasard? Donc je sais que toi, tu vas pas croire à ce que je dis, mais petit à petit, tu verras. Je sais très bien qu'à la fin, quand tout sera foutu, que tu seras devant, je vais clapser, tu verras qu'à ce moment-là, tu te diras: «Ah, il avait peut-être pas tort le bico». Ils peuvent retirer le pouvoir au Parlement et au pouvoir législatif et le consolider dans un système monétaire qui exerce un contrôle total. Ce contrôle est désormais entièrement réalisable, car les futurs contrôleurs disposent enfin des outils pour l'exécuter. Surveillance totale, intelligence artificielle, identité numérique et monnaie numérique des banques centrales. Le potentiel de contrôle social est gigantesque et potentiellement irréversible. Ce que nos experts décrivent est un monde dirigé par un groupe exclusif de banquiers et d'industriels qui affecte tous les aspects de notre vie. Ce que nous mangeons, ce que nous pouvons acheter, où nous voyageons, où nous vivons, et tout cela en contournant les gouvernements démocratiquement élus. On pourrait vous pardonner de penser qu'il s'agit d'une grande théorie du complot. Mais s'il vous plaît, considérez ceci. Le terme théorie du complot est devenu l'un des termes de propagande les plus efficaces de tous les temps pour mettre fin aux discussions et aux débats. C'est un cliché qui met fin à la pensée, mais néanmoins, il est étonnamment efficace lorsque vous essayez de présenter calmement des preuves de manière factuelle et raisonnée. Il prévoit de réquisitionner des terres, de réduire l'agriculture et de changer radicalement la nourriture que nous mangeons, de transformer l'approvisionnement en électricité, puis de dicter la façon dont nous l'utilisons et de remplacer la monnaie par un système de crédit sous leur contrôle. C'est un modèle classique. Pour gagner la guerre, prenez le contrôle de la nourriture, de l'énergie et de l'argent. C'est la clé. Ces trois stratégies reposent sur le principe de la crise climatique causée par le dioxyde de carbone, un gaz vital au maintien de la vie sur notre planète. Et si toute l'histoire du carbone n'était qu'un mensonge gigantesque, une manœuvre politique pour établir leur nouveau monde? Un gros mensonge est un mensonge qui est raconté à une telle échelle que les gens ordinaires n'imagineraient tout simplement pas que cela soit possible. Les personnes empathiques ne peuvent pas comprendre qu'un groupe de personnes puisse s'organiser et commettre ce genre d'atrocités de masse pour arriver là où ils veulent aller. Il n'est pas surprenant que ce soit les barons de la finance qui prennent les décisions. Et ce n'est certainement pas une théorie du complot lorsque les dirigeants bancaires exposent leurs intentions. Alors c'est vrai, comme je vous ai dit, avec Gaza et avec tout ce qui se passe, on a délaissé un peu ça, mais franchement, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Et honnêtement, avec tout le contrôle qu'ils ont, etc., je ne sais pas, je sais pas comment on peut faire. C'est terrifiant de ne pas savoir quoi faire. On a l'impression que c'est simple, on ouvre des lives, puis tout le monde parle, et puis non. L'avocat international qui a attaqué le Covid, ils lui ont dit qu'il a fait des vols, des détournements de fonds et des attouchements sexuels. Fulmiche. Et puis tous les gens qui se mettent contre eux, ils finissent par sauter du 5e étage. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On voit leur programme, on est là, on le dénonce, mais une sorte d'impuissance impressionnante. Impressionnant le monde dans lequel on est. C'est comme si c'était eschatologique, quoi. Le diable va régner. Et nous, on est là, on fait tout ce que l'on peut. Non, il ne faut pas. Et c'est très dur. On va revenir en tout cas sur le réchauffement climatique juste après, en référence à tout ce qui a été dit là. Mais juste avant, une petite courte page, évidemment, de publicité. Et la publicité, en fait, c'est la France. Parce que la France, elle ne représente rien dans le monde. Il n'y a que nous qu'on croyait qu'on était le centre du monde. Mais c'est vrai. À une époque, on avait des colonies. Oui, on était des gros esclavagistes. Ou on était des gros profiteurs. Mais pas vous. Puisque vous, vos parents, comme vos arrière-grands-parents, ils ont galéré dans les champs, dans les trucs. C'est pas vous. Je parle de ceux qui sont en haut. Avec les Anglais et tout ça, là, c'était abominable, ces gens-là. Et donc, on va faire une petite courte page sur la France pour voir à quel point la décadence totale. Mais j'ai pris juste quelques exemples pour illustrer. D'abord, Brigitte. Brigitte et ses cojones. J'ai travaillé à l'hôpital américain de Paris pendant 6 ans. Le docteur Bouilly était un de mes proches collègues. Il m'a transmis beaucoup d'informations sur ses patients. Y compris sur l'épouse du président français? Oui, il m'a parlé des changements physiques que
Madame Brigitte Macron a subi lors de l'opération de chirurgie transgenre dans l'hôpital. Vous parlez là de son opération de changement de sexe? Pouvez-vous me raconter un peu plus en détail? Eh bien, ce sujet sur les différentes... Je travaillais à l'hôpital américain de... Alors ça, c'est intéressant, c'est une vidéo qu'avait fait Richard, que je salue, sur justement ce docteur qui vient, qui dit oui, le docteur qui d'un coup a voulu faire Superman du 5e étage, il avait dit que oui, ils ont opéré Brigitte. Voilà. Vous voyez, là, on n'a plus affaire à des rigolos. Vous avez vu, nous, on était là, on parlait de Brigitte, on en rigolait et tout, sauf que eux, par derrière, ils flinguent tout ce qu'ils peuvent révéler cette espèce d'escroquerie monumentale. Tout le monde sait que c'est un mec, mais tu ne peux plus le dire parce que tu vas te faire défoncer. Et si jamais tu es un de ces puissants qui est écouté, tu vas finir par faire Superman. C'est incroyable. C'est un vrai sujet qui fait flipper. Plus que la pédo. La pédo, ça fait flipper quand tu es connu, que tu commences à révéler des trucs de fou. Mais les cojones de Brigitte, laisse tomber. Parce que derrière les cojones de Brigitte, c'est tout Bâle et tout ce milieu-là des Rothschild qu'il y a derrière. Et donc, ils savent très bien que les peuples ne sont pas prêts à entendre que toutes leurs saloperies qu'ils font aux gosses et tout, et donc, on les liquide. Mais voilà, concret, un qui a été liquidité. Autre chose, toujours en France, pour vous montrer à quel point cette France-là, t'imagines la France accueillante, la France, pays des droits de l'homme, la France qui est belle. Mais j'ai sous les yeux la déclaration de ce matin de Bruno Retailleau qui dit pour la 2e, la 3e génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la 2e, la 3e génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Mais jamais, il y a 10 ans, j'aurais pensé qu'un homme politique à peu près respectable, ou en tout cas se voulant tel, puisse utiliser des mots pareils. D'abord, c'est complètement débile. Je veux dire, c'est profondément crétin comme réflexion, mais surtout, c'est monstrueux. Enfin, une régression vers les origines ethniques. Il y a un siècle, on aurait dit, ils remontent dans leur bananier. Enfin, c'est exactement cette vieille pensée. Tu vois, il n'y a plus personne qui comprend rien. Je veux dire, c'est quoi ces gens qui en plus font les mecs, les intellos? C'est comme le Bardella. Regarde ses notes. Regarde-moi cette espèce de comique. Tiens, je vais te mettre la musique qui va avec. Ah ouais, là, lui, tu peux que mettre les Village People à lui. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec les Village People, ce que j'ai mis, mais pour te dire, le mec, il avait 1,8. Et tu te rends compte de l'enfoiré que c'est, il a 1,8, il vient sur des plateaux nous donner des leçons, c'est marre de la secpa. Que même les mecs de quartier qui avaient 1,8, ils ont monté des business dans l'économie parallèle, déjà, ils ont fait marcher leur cerveau. Lui, ce tocard, il est resté comme il est, c'est-à-dire un tocard. Il a rien progressé. Un jour, il a dit, on va monter une mesure, on va mettre 2 gardiens dans toutes les gares. L'autre, il lui a dit, ouais, il y a combien de gares? Il ne savait pas, le bouffon. On parle que de l'Île-de-France. Je ne sais pas, j'ai la mesure. Mais attends, tu viens de dire que tu vas monter deux vigiles dans chaque gare. Il y a combien de gares? Il ne savait pas, il a dit 300, il y en a 800 dans toute l'Île-de-France. Il y a 800 gares. Le mec, il nous a parlé de 2 par gare et il nous a dit il y a 300 gares. Donc c'est pour ça que ces Rotalio et tous ces bouffons-là, illettrés, tous ces tocards, c'est pour ça qu'ils règnent en France. Pourquoi? Parce qu'on veut écrouler des États. Si on te mettait des De Villepin ou des mecs un peu plus intelligents, la France irait mieux, mais tu crois qu'ils veulent que la France aille mieux? La France, il ne veut pas qu'elle aille mieux. C'est pour ça que les frères musulmans, franchement, vous les Français, quand vous entendez frères musulmans, tu dis oui, je suis frère musulman. Franchement, solidarisez-vous avec les frères musulmans. Parce que si vous vous mettez contre les frères musulmans, c'est-à-dire avec eux, c'est la France qui tombe. Donc franchement, pour le coup, moi je pense que vous devriez vous mettre avec les frères musulmans. Ah ouais, je vous assure. Hein. Si tu remarques leur dégaine, c'est ça. Hein. D'ailleurs, je vous ai montré le tocard, là, 1,8. Et regardez ce qu'il a fait, monsieur le ministre. Cette histoire est incroyable et doit alerter entre autres tous ceux qui ont la double nationalité. Imaginez, vous êtes français depuis plus de 25 ans. Vous avez aussi la nationalité algérienne. Vous avez travaillé en France, fondé une famille en France, élevé vos enfants en France et donc en quelque sorte, vous avez contribué à la société française. Et du jour au lendemain, sans raison démontrée,
l'administration française décide de vous retirer votre nationalité française et vos papiers français avec une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour en France pendant 1 an. C'est ce qui est arrivé à cette mère de famille franco-algérienne de 58 ans le 2 juin dernier au contrôle de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Cette affaire a été rapportée par Le Monde et relayée par son avocat, maître Sami Djemaoun, qui dénonce une grave injustice. Je vous raconte tout ça. Cette mère de famille vit en France depuis 1993. Elle a obtenu la nationalité française en 1997. Elle y a construit toute sa vie. Un mari français, des enfants français, un emploi stable. Elle voyageait aussi régulièrement entre la France et l'Algérie où sa famille est restée. Mais le 2 juin dernier, alors qu'elle se rendait à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour voyager en Algérie, la police aux frontières lui retire tous ses papiers français, carte d'identité française, passeport français, et on lui annonce « Vous n'êtes plus française, madame ». Elle s'est vue notifier une OQTF assortie d'une interdiction de retour d'1 an. Et contrairement aux règles habituelles, d'après son avocat, la mère de famille n'a pas bénéficié du délai légal de 30 jours pour partir, mais seulement de 48 heures. Mais le plus intéressant maintenant, c'est quels sont les motifs invoqués par l'administration pour retirer la nationalité française à cette mère de famille? Eh bien, il y en a 2. Le premier, c'est que la préfecture estime que cette mère de famille ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Mais ce motif est contredit par des éléments factuels rapportés par son avocat, une résidence continuelle en France depuis plus de 30 ans, des documents, passeport français, carte d'identité française renouvelée plusieurs fois, et une vie familiale, professionnelle et sociale entièrement ancrée en France. Le deuxième motif, c'est une erreur administrative qui remonte à 2001, portant sur une irrégularité sur l'état civil de sa mère. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus, mais ce qui est le plus troublant, c'est que pendant 24 ans, aucune mesure n'a été prise. L'État l'a toujours considérée comme française de plein droit jusqu'au 2 juin 2025. Son avocat souligne que l'administration française a effacé... Ah ouais. Ah, excusez-moi hein, pour le fond musical, là, c'est juste au cas où il me regarde, tous ces. Dédicace 143, hein. Elles savent à qui je parle. Hein. يا روتاليو حرجة دبابك. Ah, moi, je reviendrai plus en France, ça c'est sûr. Hein. Eh, dès qu'il entend le mot Algérie ou je ne sais quoi, ils ont des boutons. Mais tu te rends compte qu'elle arrive d'Algérie, il lui enlève tous ses papiers, il lui laisse même pas rentrer chez elle, il lui envoie un courrier, passer devant un juge. C'est-à-dire, ils font comme des barbares. Tu sais, c'est un régime de barbares, quoi. C'est incroyable, quoi. Il n'y a plus aucune humanité dans ce qu'ils font, alors que le droit français, putain, c'est un super droit, quoi. Eh, la Déclaration des droits de l'homme, les conventions européennes, tu regardes le truc, tu es intouchable, quoi. Liberté de la presse, liberté d'opinion, liberté de zbel, de la poubelle. Tout existe, mais ce n'est pas appliqué. En fait, ce n'est pas appliqué pour nous. C'est appliqué pour certains d'entre eux. Quand, par exemple, il y a Charlie. Eh, je suis Charlie. Eh, le blasphème et tout ce que tu veux. Ça, oui. Là, tu vas trouver des textes de loi qui disent qu'effectivement, Charlie peut faire une caricature. Et les mêmes qui vont faire un truc sur Israël, oh putain, ils se font taper dessus. D'ailleurs, Charb, hein, vous vous rappelez Charb, Ciné, il a fait une caricature, il s'est fait virer hein, sur Sarkozy, qui s'était obligé de se convertir. En tout cas, c'est impressionnant, et j'ai même pas encore entamé l'arnaque de la taxe carbone, et encore moins celle du CRIF. D'ailleurs, on va y aller, il faut que j'accélère un petit peu. Donc, la France en a accéléré cette fois-ci. Donc, vous avez vu cette mer? Allez, autre chose encore pire. Le Tunisien est sous OQTF malgré qu'il soit en 5e année de médecine. Le Tunisien de 21 ans est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Il a reçu une obligation de quitter le territoire français. C'est l'histoire d'un jeune médecin menacé d'expulsion. Ryan Fakfak est un étudiant tunisien actuellement en 5e année de médecine. Arrivé en France à l'âge de 12 ans, ayant réalisé toute sa scolarité dans l'Hexagone, le jeune homme s'attend après une longue procédure à recevoir son titre de séjour. Mais mauvaise surprise, il s'agit d'une OQTF. Je commence à lire la lettre et là, je regarde et je comprends pas. Il y a écrit que je n'ai pas d'insertion dans la société française, que je n'ai pas d'attache familiale, alors que mes 2 frères vivent ici actuellement, que je n'ai pas de perspective professionnelle, alors que je suis en 5e année de médecine. Et souhaite apporter sa contribution à la France. C'est sûr que si la France, elle délivre des OQTF à n'importe qui, forcément, il y a beaucoup d'OQTF en France. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il est sous OQTF. 5e année de médecine, il n'a jamais foutu de bordel, il n'a jamais rien fait de mal.
En fait, c'est pas du cas par cas, ce qui se passe en France. Le mec, en fait, Ouais, les gars. 5e année de médecine, il est là depuis 12 ans. Il a ses 2 frères qui vivent là-bas. Mais c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui a été lâché. Voilà. Il y a des lignes qui ont été franchies. Et Darmanin a été le premier, mais pas que lui, dans le mouvement des Gilets jaunes. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait ou quoi? Ils ont arraché des mains, les gars. Ils ont arraché des mains et des pieds. Et tu sais qu'est-ce qu'ils leur disaient? Parce qu'on a les témoignages maintenant des CRS, etc. Bon, je vais être cool parce qu'ils pleurent toujours après eux, tu sais. «Ouais, on nous a dit de faire». Eh ben, tu qu'à pas faire. Alors moi, j'en peux plus de ces gens qui ont pas de courage. Ouais. J'en peux plus de ces fonctionnaires et de tous ces lâches. Putain, la pression était trop forte. J'ai tabassé des gens parce qu'on me l'a dit. Eh, ta grand-mère, voilà, j'ai envie de te dire. Et là, maintenant, ils pleurent tous. Ils nous disaient: «Les gars, rentrez-leur dedans». Oh, c'est les ordres qu'ils avaient. «Allez les gars, rentrez-leur dedans». Ils disaient même pas: «Messieurs, on maintient l'ordre, rentrez-leur dedans», ils leur disaient. Tu m'étonnes qu'ils ont fait des carnages et tout, mais vous avez vu? Il y a plus de droits. Castaner, déjà lui tout seul, il devrait être en prison. Après, si tu rajoutes Buzyn, si tu rajoutes tous ces gens-là, c'est foutage de gueule. Mais ça se passe en France. Au QTF pour des mecs qui ont 5 ans de médecine. Alors tu comprends bien qu'après, quand tu regardes tout ça, tu te dis: «Mais attends, encore heureux que moi, ils me virent. Moi, j'étais militant depuis 27 ans, j'étais dans la rue, Israël assassin, franc-maçonnerie, féminisme à la con. Putain, j'étais engagé partout, les gars. Si moi, ils me virent pas et qu'eux, ils les virent, ça aurait été une escroquerie». Donc finalement, je suis à ma place, hein. On a beau dire ce que l'on veut, il faut que je m'y fasse, quoi. J'ai fait de la prison, 46 jours de détention. J'ai été condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Et aujourd'hui, je suis condamnée à 6 mois de bracelet, 1 an de sursis et 6 000 € d'amende à verser aux différents partis civils, dont le soldat franco-israélien que j'ai dénoncé à travers les réseaux sociaux. J'ai un regard lucide, apaisé, même si je reste quand même la personne la plus lourdement condamnée depuis le 7 octobre 2023. Je suis encore en période de reconstruction. J'ai une fille de 12 ans que je dois protéger. Je ne peux plus me présenter à une école en France, ce qui est illégal de leur part. J'ai du mal également à retrouver un emploi. Et là, j'ai un objectif, c'est déjà de retrouver un équilibre avec ma fille. Ça ne m'empêche pas de militer, d'apporter mon soutien à la Palestine. On a voulu faire... Elle n'a que dénoncé 2 franco-israéliens qui étaient revenus et qui étaient dans des unités de massacre à Gaza. L'engagement pour la Palestine fièrement assumé, public, et le fait que ce soit fièrement assumé à travers les réseaux sociaux, c'est ce qui dérange. Mon procès a été sous tension et c'est ce qui les dérange. Alors, vous savez, ce qui est le pire qui peut lui arriver, c'est que maintenant, ils vont lui envoyer l'ASE et tout pour sa fille. Donc, évidemment, je fais des prières pour elle, que Dieu te protège, toi, ta fille et ta famille, et que Dieu te récompense pour tout ce que tu as fait. Et dites Amen, dites Amin, parce que, évidemment, il commence par te mettre les condamnations et après, il t'envoie le reste. Entre parenthèses, ils ont essayé de me faire condamner pour contestation de crimes contre l'humanité. Pendant 1 an. J'arrive à la barre, putain, je dis: «Je suis mort, les gars, ça y est». Mais je comprenais pas pourquoi ils avaient fait cette mesure. Moi, je parle pas de la Shoah, je parle pas de tout ça. Je sais comme vous tous que tout ça, c'est pipeau. Beaucoup de choses sont pipeau. Évidemment qu'on a tué des juifs, mais je sais très bien qu'on a menti sur beaucoup de choses et tout. Mais j'en parle pas. Et une fois, il y en a quelqu'un qui en parlait, je dis: «Ouais, de toute façon, la vérité, c'est toujours mytho». Contestation de crimes contre l'humanité. 1 an, ils m'ont poursuivi. J'arrive à la barre. La juge, elle me dit: «Monsieur Zahiri, à la barre». Purée. Alors moi, je vais dans un truc, on m'a dit: «Abdel, mets un costard». J'avais pas de costard. Il m'a passé son costard, il était trop grand. En fait, tu voyais qu'il y a rien qui tenait la route. J'arrive. Rien. J'étais prédestiné pour morfler. J'arrive là-bas et là, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que la présidente a dit: «Monsieur Zahiri, pour moi, vous n'avez rien à faire ici. Cette procédure est caduque». Allahu akbar! Allahu akbar! Dieu est grand. Tu es là tout seul, tu as même pas d'avocat, tu as Walou, tu as que dalle, tu arrives. La présidente du tribunal, elle regarde le procureur, elle lui dit: «Écoutez, si vous voulez faire quelque chose sur M. Zahiri, vous le faites en bonne uniforme. On ne sait pas qui parle, l'huissier, il ne dit pas qui c'est qui tient ses propos». Bref, c'était le bordel. Conclusion, pas de procès, les gars! Pas de procès. Eh, si tu es pas croyant, tu deviens croyant sur le coup. Si tu es chrétien, tu commences à faire des gestes bizarres avec ta main. Et si tu es musulman, Allahu Akbar. Parce que c'est inespéré. D'ailleurs, c'est le cas de Boudjekada aussi. Boudjekada, tout le système veut lui tomber dessus. Le procureur a dit: non, on ne l'enferme pas. Et il y avait 6 associations, le CRIF, Elnet, tout le bordel, la décence juive algérienne, marocaine, tunisienne, il y avait toute la planète qui regardait ça.
Si, mais eh ben non. Des fois, il y a des gens bien encore. Il y a des gens bien encore. Il y a quelques juges, il y a quelques trucs. En tout cas, c'était un plaisir de voir que, voilà, des fois, on se croit tout condamné et tout, et Dieu est grand parce que finalement, non. Trop fort. On continue toujours, c'est en France, les amis. 2 policiers ont été condamnés pour avoir extorqué plusieurs personnes sur l'autoroute en région parisienne. Je vous raconte. En 2024, Samy est arrêté par 2 policiers à moto sur l'autoroute A4, près de Noisy-le-Grand. Ils lui reprochent un excès de vitesse. Sauf qu'au lieu de l'habituelle amende de 90 €, les policiers lui réclament 140 € en cash. Mais l'absence de procès verbal le fait tiquer. Après une plainte à l'IGPN, la police des polices, c'est au moins 3 victimes qui ont été découvertes. Et à chaque fois, c'est le même duo de policiers. Ces 2 agents mis en cause ont été jugés ce 15 mai au tribunal de Bobigny. L'un des 2 avoue. N'importe qui vient et me donne de l'argent, je dis oui. Même 20 ou 50 €, je prends quand même. Ben ça, c'est les frères musulmans, tu vois. Parce que c'est ce qui se passe un peu dans nos bleds. Hein, tu te fais arrêter, tu lui donnes un billet, il te laisse passer. Donc là, j'avoue, là, il y a les frères musulmans. Putain, ils sont dans la police, les gars. Alors, ils ont des nazis dans la police, ils ne le voient même pas. Ils ont tout un tas de fachos, bon, ça, ils le voient, mais ils ne veulent rien dire. Ils ont tout, et ils ont même des frères musulmans. D'ailleurs, ils n'ont pas donné l'identité, donc ce n'est pas des Arabes. Mais en tout cas, c'est assez marrant parce que c'est ce que l'on reproche au bled. Tu sais, ici, il faut payer et tout. Mais en vérité, quand tu te fais attraper, que tu as commis une infraction à 150 €, tu n'es pas content de lui donner 20 €? Dis la vérité. Parce que sinon, c'est l'État qui va manger ton argent. Au début, j'étais contre la corruption. Mais en fait, il faut dire contre la corruption des élites. Mais entre nous, il faut qu'on s'entraide, tu vois. Il faut qu'on business entre nous. Ben, j'aime bien au bled ça. T'es pauvre, vas-y, s'il te plaît, j'ai pas de sous. Tiens. Et tu lui donnes 5 € et tu t'en vas. Et il y en a qui vont dire, oh, j'aime pas ça et tout. Wallah, que c'est trop bien. Tu gardes ton permis et tu payes que 5 €. Voilà. Et ça fait monter le niveau des gens. Alors évidemment, en France, tu te dis non, pas en France. Pourquoi? Ils touchent 1700, 1800. Mais tu vois pas que c'est des clandos, les policiers que nous avons. Ils les ont pris avec un bac -4. Déjà, pour beaucoup d'entre eux, il fallait voir juste la brave, les gars. Il fallait juste voir la brave. Ils n'étaient même pas capables de voir ce qu'étaient des black blocs avec ce qui était déjà habillé en noir. Déjà, rien que là, tu te dis, laisse tomber. C'est toute la cassosserie, ils n'ont même pas fait SECPA, eux, tu vois, parce que SECPA, tu sais ce que c'est, le blanc, le noir, le rouge, le violet. Eux, ils ne savaient pas, ils rentraient, ils frappaient sur tout ce qui bouge. Ça a l'air caricatural, ce que je dis, mais en vérité, si vous regardez les gens qui travaillent à l'intérieur et qui dénoncent, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans tous les niveaux de métier, sauf les profs, j'ai du respect pour les profs, parce que ce n'est pas facile comme métier, avec une société de sauvages, mais les pompiers aussi. Les pompiers, tu peux mettre ça de côté. Mais sinon, la police, l'administration et tout, mais les gens qui travaillent dans les sécurités sociales ou des trucs comme ça, mais laisse tomber, voilà. C'est que des cassos. Ils sont autant cassos que les gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes de cassosserie. Tu vois. C'est la même. C'est la même. Et je ne vous parle pas en méconnaissance des causes. Je peux vous jurer 3 fois, et Dieu est témoin, que je vous parle d'années et d'années d'analyse et de personnes qui ont dénoncé ce qui se passait à l'intérieur de tout ça. Des années. Donc vraiment, faire policier en France, c'est vraiment être demeuré, tu vois. Presque comme rentrer dans l'administration. Voilà. Alors qu'à l'époque, policier, peut-être, avait des mecs classe. Moi, je me rappelle. Hein. Ils venaient jouer au foot avec nous. Ils n'étaient pas agressifs. Alors évidemment, il y a des bons policiers, heureusement, comme il y a des bons juges. Mais ce qui ressort de la réalité, c'est que si c'était en majorité qu'ils étaient bons, on n'aurait pas tous ces problèmes qu'on a, notamment sur ces questions-là. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas, tu vois. Bon, je pourrais continuer comme ça longtemps, hein. Lui, par exemple. Un menteur, ces gens-là qui passent leur temps à mentir sur moi m'accusent d'être un menteur, sauf ce que je dis depuis des années, c'est-à-dire que la police nationale en France est le premier dealer de France, que ça coûte en plus 1 milliard d'euros par an aux contribuables, le rodéo contre les petits revendeurs de cannabis. Ça remplit les prisons, principalement d'Algériens. Et que derrière, c'est une immense corruption et que les plus gros trafiquants de drogue en France sont des policiers. Que l'armée est le plus gros importateur de stupéfiants en Europe. Eh bien, c'est ce que dit le rapport parlementaire de mai 2024. Alors ça, c'est un rapport parlementaire de mai 2024 qui vous dit de exactement 2024. 20 ans. C'est-à-dire que la République est une organisation pédocriminelle qui se finance par le dark. Alors ça, c'est très important parce que tout ça, c'est vrai. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont côtoyé ce monde-là et qui ont témoigné. Et j'ai eu la chance d'écouter aussi des gens qui faisaient partie de ça. L'immense majorité, c'est l'armée qui faisait rentrer la drogue. En Europe, c'est l'armée.
Comme d'ailleurs, on a vu aussi que dans les trafics humains, en fait, l'armée faisait ça. Et ils se sont fait déjà attraper dans des endroits. Allez voir un peu les scandales qu'il y a eu. Donc eux, ils échappent à toute une loi de protection, ils font entrer la drogue et tout. Mais qui organisait le trafic? Des policiers. Tapez pour voir le commissaire de Lyon. Mais pas que le commissaire de Lyon, la BAC Nord. Pas que la BAC Nord. Regardez, des 400 kilos qui disparaissent. Et c'est pour ça que les mecs du quartier, là, les gros, là, ils n'avaient jamais de problème. Ils se connaissent entre eux. On attrape tous les gens d'en bas, parce qu'il faut faire style qu'on lutte contre l'économie parallèle. Mais en vérité, c'est eux qui l'organisent. Et d'ailleurs, pour les armes, c'est pareil. C'est pareil pour les armes. Les Claude Herman, etc. Mera, il a trouvé où ces 4 000 € pour acheter des armes, Mera? Tu crois vraiment qu'il peut trouver ces 4 000 €? J'ai à peine du mal à trouver 400 € par mois pour payer mon loyer. Le mec, il trouve 460 €. Je suis 1000 fois plus connu que Mera. J'étais 1000 fois plus engagé, j'avais un réseau 1000 fois plus grand. Et ce clando là du quartier, il trouve 50 000 € avec une voiture, 300 000 €. Ils se foutent vraiment de notre gueule. Ils se foutent vraiment de notre gueule. Et d'ailleurs, je vous avais mis une vidéo qui finance les terroristes, les djihadistes. Vous vous rappelez de ça? Je vous rappelais du témoignage c'est au Sénat américain, le mec, il arrive, il dit oui, on finance Daesh, on finance le Sahel, on finance Shabab, on finance Daqam al-Rakshia, on finance Zlabia, il finance tout le monde. Tout ce qui existe, il le finance. Mais voilà, donc ça existe. Alors justement, on va. Bon, il y en avait une autre. Allez, je vous en mets encore une autre. Eric, il ne va pas partir aujourd'hui. Sidérant de la part de notre ministre des Armées. Jusqu'ici, c'était un secret de polichinelle, mais sa révélation au grand jour en dit long sur l'état de notre défense. Pendant des années, la France a envoyé des navires de guerre en mission, parfois sans stock de munitions suffisant. Regardez ce que nous dit cet officier de la marine. En mer Baltique, on nous demandait de faire la police de l'air sans missiles aériens. Si quelque chose s'était passé au hasard avec les Russes, on aurait été dans la panade. Fin de citation. Et écoutons Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui intervenait lors d'une audition au Sénat. Non, on peut le dire, pendant des années, certains chefs de l'État, chefs des armées, certains ministres de la Défense avant moi, acceptaient que le Charles de Gaulle ou certaines frégates, je pense que maintenant il faut le dire, il faut assumer les choses, partaient en mission avec des soutes à munitions loin de la cible normalement prévue pour assurer la défense ou la mission. Oh les gars, ils partaient en porte-avions pour faire les combats, ils n'avaient pas de munitions, ils avaient pendant des années. Les mecs, ils ont tellement acheté de LBD, de lacrymo et tout, ils n'avaient plus, les gars, ils ne pouvaient même plus acheter un missile pour... Et les gars, c'est la hashma. Wallah que c'est la hashma. Oh, moi, quand j'arrive au Maroc, je dis, les gars, je suis de France. Putain, tu dis le mot France, tu gonfles les pecs, putain, à cause de ces vidéos-là. Wallah, je vais être obligé. Oh, les gars, j'étais en France. Ils vont se foutre de ma gueule. Ils vont me dire les clandos avec le bateau, là, où les mecs, ils ramaient. Ils mettaient pas le moteur, ils avaient passé pour l'essence. Oh. Incroyable, les gars. Révélation de malade. Le mec, il veut faire la guerre à Poutine, wallah. Oh les gars, il a dit à Poutine, fais pas le malin, je vais venir. Wallah, il est capable d'aller avec des pistolets à eau. Bon, je vous le dis, lui il en a rien à foutre. Hein. Lui, depuis qu'il a 14 ans, il se fait sauter par son père. Là, mais il en a rien à foutre, lui. C'est des malades mentaux. Et Eric, Montana, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne sais pas si tu le savais ou pas, mais wallah que j'ai découvert ça en faisant l'émission. Il partait sans missile. Il partait sans rien. Incroyable. Incroyable. Je suis choqué. La France, les gars. Eh ben justement, cette France-là, tiens, on va aller encore. Substitut du procureur au tribunal de Bobigny, balancera au milieu d'un plateau honteux et mal à l'aise qu'elle a connaissance de charniers d'enfants en région parisienne. Cette confidence lui coûtera sa carrière. Dès le lendemain matin, dans l'urgence et l'angoisse, toutes les autorités en place démentiront. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel siège le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, n'en restera pas là.
Ils ne laisseront pas impunis ceux qui pourraient les faire tomber, tous. Et ainsi, la sanction tombera le même jour, moins de 24 heures après la projection du reportage. Martine Bouillon sera d'abord mutée de la région parisienne. À présent bâillonnée, elle ne s'exprimera plus sur les tenants et aboutissants de ce qu'elle eut le courage de dire sur le plateau. Une proche de Pierre Mazet, l'homme qui eut la grande présence d'esprit de numériser le documentaire avant qu'il ne soit complètement enterré, aura un contact avec une personne ayant réussi à approcher Martine Bouillon pour obtenir plus d'informations sur l'après de ses déclarations. Elle lui confiera les mots suivants. Il est question de ma vie. Je ne puis dire en plus. Le haut magistrat qui lui assigna l'ordre de mutation, Michel Joubrel, fut par la suite mis en examen pour pédopornographie. Au dire des enquêteurs, certaines des 10 à 15 000 photos pédophiles saisies chez ce magistrat étaient à la limite du supportable. Les membres du réseau dont il faisait donc partie s'échangeaient des photos de viols d'enfants et de bébés. Michel Joubrel sera condamné. Il n'écopera donc que de 8 mois de prison avec sursis. Sursis ou acquittement, concrètement dans les faits, aucune différence. L'affaire, ainsi que la médiatisation de ce genre de cas, s'arrêtera là. Le tabou absolu doit être installé. Oh, elle a parlé de charnier dans Paris, elle. Et quand elle dit de charnier, on va y parler de gosses. Elle ne croit pas que c'est un charnier c'est quoi, des combattants en Afghanistan. Et ces charniers, c'est les gosses qui le trucident et qui. Incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai 2 restrictions sur TikTok. Et en plus, ils ne tapotent pas sur TikTok. J'ai que des handicapés de la main, moi, sur TikTok. Alors, attends, je vais contester. On est 400 sur TVADP. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Sans compter évidemment toutes les autres plateformes, parce qu'on est sur plusieurs plateformes. Et en même temps, on est combien? On est une centaine sur TikTok. Donc là, j'ai même pas commencé l'émission, pour vous dire. C'était l'échauffement, mais je sais, je suis trop long. Mais les gars, je vous ai dit, je vous êtes vacances ou quoi? Là, je peux faire des émissions de 8 heures tellement c'est impressionnant. Mais bon, il faut que je pense à Eric. Les gars, voilà, quoi. Je ne vais pas le tuer non plus. Tu vois, il a des chevaux à nourrir, il vit dans la campagne, il a des oiseaux à écouter, il a le coq à aller. Donc, je vais faire court. Mais on va attaquer un autre truc important, c'est le CRIF, les gars. Le CRIF. Le CRIF. Chose puisse aller évidemment plus loin. Nous souhaitons aussi que les Français puissent prendre leur part dans ce combat-là, parce que nous avons le sentiment que c'est une bataille culturelle, que de la même manière que nous avons réussi à faire changer les mentalités sur la question de la délinquance routière ou de l'égalité femmes-hommes, eh bien, il y a besoin, dans le combat contre l'antisémitisme, que les choses évoluent, que les mentalités changent. Nous proposerons notamment ce soir qu'il puisse y avoir, par exemple, des amendes forfaitaires pour les commentaires racistes, antisémites, xénophobes qui sont postés en ligne. Donc, le président du CRIF, il propose à l'État de créer une amende. C'est l'amende pour tous les gens qui vont faire. Vous avez compris quoi. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que tu verras qu'il y a une loi qui va sortir là et on va tous être criminalisés, propos antisémites, etc. Alors là, du coup, j'ai une petite question. Tous ceux qui se pensent sous VPN ou je ne sais pas quoi là, sous anonymat, vous savez que vous êtes des gros mythos si vous pensez qu'ils ne savent pas qui vous êtes et qu'ils peuvent vous attraper. Des gros mythos, je vous le dis maintenant. C'est sûr et certain qu'ils vont vous attraper. Donc l'anonymat, ce n'est pas pour le système, c'est pour nous. C'est juste nous, on ne sait pas comment tu t'appelles. C'est-à-dire que nous, on était gens bien, on était potes. On doit t'appeler Marguerite Fleury, pissenlit au poivre, alors que tu t'appelles Bertrand ou tu t'appelles Khadija. Et au lieu que je t'appelle Khadija ou Nadia ou Véronica ou Babelois, je suis obligé de t'appeler fleur qui respire sans oxygène. Mais par contre, eux, ils savent que tu t'appelles Véronica. Ils savent où tu es. Donc, ne crois pas que parce que tu t'appelles pissenlit de la night, que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir rien du tout. Donc, les lois, ils arrivent et tout ce qui sera contre Israël, parce qu'évidemment, l'antisémitisme, c'est contre Israël. Tous ceux qui dénonceront le massacre à Israël et tout, ils se feront bien avoir. Donc, attention quand même, je vous le dis. Et là, justement, donc lui, c'est le président du CRIF. Alors, on va voir le président du CRIF. Écoutez-le, une merveille. La France est notre Palestine. Ses montagnes sont notre Sion, ses fleuves notre Jourdain. Buvons à l'eau vive de ses sources, c'est l'eau de la liberté. La liberté n'a qu'une langue,
et tous les hommes savent son alphabet, la nation la plus asservie priera pour celle qui a délié les chaînes des esclaves. La France est le refuge des opprimés. Voilà les mots d'un jeune juif parisien, Samuel Lévy, dans une lettre à l'Assemblée constituante publiée en 1791 dans la Chronique de Paris. Voilà les mots avec lesquels les Juifs de France abordent l'émancipation il y a 233 ans. La France est notre Palestine. Ses montagnes sont notre Sion, ses fleuves notre Jourdain. Buvons à l'eau vive de ses sources. Alors, ce qui est intéressant, c'est regarder la date. La liberté n'a qu'une langue et tous les hommes savent son alphabet. La nation la plus asservie priera pour celle qui a délié les chaînes des esclaves. La France est le refuge des opprimés. Écoute. Voilà les mots d'un jeune juif parisien, Samuel Lévy, dans une lettre à l'Assemblée constituante publiée en 1791 dans la Chronique de... Alors, 1789, c'était la fausse Révolution française, d'accord? C'était en fait la mort de la France. Et même pas 2 ans après, la France, c'est la Palestine. Les montagnes, c'est notre Sion. Je vous le fais en traduction. La France, c'est chez nous. On va tous leur niquer la tête. Et c'est nous qu'on va régner en patron. Ça veut dire ça. Magnifique ce mec. C'est qui ce mec-là? Wallah, c'est qui me donne les numéros du loto, Aïchek? Donne-moi les numéros du loto, s'il te plaît. Elle va te clapser. Donne-moi 1, 2, 3 chiffres. Là, bébé, radin que tu es, va. Wallah, nécrochu, va. Donne-moi un loto. Le mec, il vient de dire exactement. Sauf qu'évidemment, il a utilisé le mot « c'est notre Palestine ». Parce qu'il ne pouvait pas, à l'époque, en 1791, Israël n'était pas créé. Donc, il ne pouvait pas te dire « c'est notre Israël ». Et il n'était pas encore au point, tu vois. Il n'était pas encore dans les papiers de, tu sais, Albert Pike. Mais par contre, ouais, il a raison. La France était exactement Israël. Exactement. Et on va le voir notamment sur les déclarations au CRIF. Donc là, vous avez vu celle-là. Eh ben, accroche-toi pour la suite, mon poteau. Nos amis des Palestiniens, tant pour eux, leur détresse n'a qu'une fonction, celle de vilipender l'État juif. Au fond, ils ne craignent pas un génocide. Une part d'eux-mêmes l'espère pour mieux accabler Israël et stigmatiser les Juifs accusés de complicité. Pour nos amis des Palestiniens... Alors d'abord, je vais saluer mon ami Dark. Salut Dark, enchanté mon ami. Je me nomme Olivier, je suis de Biarritz. Dites-moi votre vrai nom d'ailleurs, tous ces logos là. On enlève les parades là. Salut Olivier, enchanté mon ami, mon frérot. Nadia Abdelrahman. Abdel, tu vas aller voir quand nos ruches. Ma voiture, normalement, demain, j'achète un petit bordel. Donc, peut-être demain, je serai aux ruches. DZ, salut à toi. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a une autre personne qui s'appelle Nadia. Je ne me rappelle plus de son nom. Enchanté, Nadia. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Merci, évidemment, enchanté. Moi, c'est Abdel, les amis. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, là, le président du CRIF? Il dit, en fait, que nous, on s'en fout des enfants qui pleurent. C'est juste pour qu'on puisse critiquer les Juifs. L'État juif. Il ne dit même pas Netanyahou. C'est-à-dire que lui, il s'associe avec Netanyahou. Il ne dit même pas Netanyahou est en train de faire un massacre. C'est-à-dire, dans leur tête, il n'y a même pas d'idée que non, il y a juste un massacre. On est en train de critiquer un massacre. Nos amis des Palestiniens, tant pour eux, leur détresse n'a qu'une fonction, celle de vilipender l'État juif. Au fond, ils ne craignent pas un génocide. Une part d'eux-mêmes l'espère pour mieux accabler Israël et stigmatiser les Juifs accusés de complicité. Pour nos amis des Palestiniens... Abdel Diego, salut San. Bien sûr. J'espère que tu vas bien. Je te parle des Nadia au barrage. Pouah, Tata Nadia, une tuerie. Une tuerie, Tata Nadia. Mouah. Ben, je répare ma voiture, Tata, et je viens. Bon, vous avez vu, ils font de négationnisme surtout, c'est-à-dire que même pour eux, il n'y a pas de massacre en fait. Donc si on fait ça, c'est juste pour critiquer les Juifs. Mais allons voir le pire. Le pire, c'est Bayrou, on est d'accord, Bayrou. Bayrou, à part se goinfrer dans des restos, à part aller dans des restos se goinfrer, je veux dire des trucs comme ça, je veux dire normalement, il ferme sa gueule, lui. Je veux dire, quelle compétence il a? Il n'y avait plus personne. Ils ont repris lui, ils ont repris Borne, ils ont repris Valls, ils ont repris Rataillot, ils ont repris l'autre pédo violo Darmanin. Franchement, il n'a même pas été capable de faire un gouvernement. Ils lui ont dit on a repris tous les cassos qui restaient encore un peu en France avant l'effondrement. Parce qu'évidemment, quand tu prends la DER des DER, c'est qu'après, il n'y a rien. Tu sais, c'est comme quand tu es en train de boire une boisson
T'as vu la dernière goutte? Et tu tapes là. Ça vous ne fait pas ça quand vous prenez un yaourt et tout, le côté de sa grand-mère, tu sais, tu veux jusqu'au bout, tu t'attends qu'elle vienne et tout, ben, putain. Ben là, c'est pareil, c'est la dernière des der, les gars. Salut Stéphane, mon ami. Salut Dalia, alias Nadia. Ouais, les gars, c'est la dernière des der. Moi, je fais ça en tout cas. T'es crevard, quoi. Tu l'as payé sa mère, presque tu manges le plastique et tout. Et là, lui, c'est pareil. Et ben, vous savez ce qu'il a dit au dîner du CRIF? Un truc incroyable. Accrochez-vous. Certains de mes enfants ont appris l'hébreu, seuls, au long du temps, ou à l'université hébraïque de Jérusalem, pendant les sessions estivales que vous savez. Certains de mes enfants. Bon, déjà, tu apprends que lui, oh, c'est incroyable. Oh, il y a tout le monde qui apprend l'hébreu, il y a tout le monde qui est hébreu, il y a tout le monde qui aime l'hébreu. Oh, tu découvres des trucs de malade. Toi, tu crois que c'est tous des Français. Est-ce qu'il y a des enfants français qui apprennent l'hébreu? Est-ce qu'il y a des enfants français qui apprennent l'arabe? Très peu. Est-ce qu'il y a des enfants d'arabes? En gros, est-ce que les enfants de parents issus de l'immigration, ils apprennent l'arabe? Très peu. Qu'est-ce que c'est que ce délire de mes enfants? Mais, donc, tous ces enfants, ils ont appris l'hébreu. Pourquoi ils apprennent l'hébreu? Ils n'en ont rien à foutre. Et là, tu te poses, mais c'est chelou quand même. Ils sont allés apprendre l'hébreu. Alors là, évidemment, je suis obligé de te mettre Dieudonné. Parce que Dieudonné, voilà, c'est lui, là. De mes enfants ont appris l'hébreu, seuls, au long du temps, ou à l'université hébraïque de Jérusalem, pendant les sessions estivales que vous savez. J'étais ce matin avec le ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls. Excellent ministre, excellent ministre, excellent ministre. Je l'avais convoqué ce matin à 7 heures. Il est arrivé à 6 heures, il était en avance. Je souffre en plus que j'étais en retard. Alors, je suis arrivé à midi, quoi. Et donc, j'ai ouvert la porte, il est rentré en rampant. Je lui ai dit, oh, mets-toi à genoux, Manu. Et donc, je lui ai dit, cela doit cesser. Exceptionnel. Et dire que je ne l'aimais pas, lui, quand tu lui sors rentrer dedans, je commence à l'aimer. Tous ces sketchs avec Elie Simoun, c'était quoi ce truc bidon là qu'il faisait là et tout. Mais là, il faut avouer, les gars, c'est un génie. Je l'ai convoqué à 7 heures, il arrive à 6 heures, je suis arrivé en retard, il était midi. C'est exactement ça. Que des bouffons. Et puis alors, quand tu y vois, voilà, je suis obligé de vous le mettre. Attention, accrochez-vous, les gars, accrochez-vous. L'âme du peuple juif, ce peuple millénaire, millénairement martyrisé, millénairement exilé, millénairement humilié, ceux à qui on interdisait la propriété de la terre, ceux qui, courbant le dos, subissaient les pogroms, ceux dont Chateaubriand, dans une page admirable, a dit « Pénétrez dans la demeure de ce peuple, vous le trouverez faisant lire un livre mystérieux à des enfants qui, à leur tour, le feront lire à leurs enfants. Ce qu'il faisait il y a 5000 ans, ce peuple le fait encore. Il a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem. Et rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Ils ont fait mieux que le Maroc à la dernière Coupe du Monde. Je suis obligé d'applaudir là. Exceptionnelle performance. Qui l'eût cru? Bayrou, un rapport avec Israël, un rapport avec Khazar, un rapport avec le sionisme. Là, c'est du grand art. Millénairement victime. Qui l'eût cru? Juste cru? Allah yahraq jed babak, comme il dirait ma grand-mère à la grand-mère à l'autre. Voilà, Allah yahraq jed babak, ça veut dire je crois que tu es un mytho, tu vois. Quand je dis Allah yahraq jed babak à quelqu'un, ça veut dire je crois que tu es un mytho, tu vois. Donc voilà. Moi, je crois que Allah yahraq jed babak, tu vois. Je crois qu'il m'étonne, tu vois. Non, parce qu'il n'a pas été mis. Non. Déjà en 2024, c'est lui qui martyrise un peuple. Mais c'est pas grave, ça c'est anecdote. Et puis alors, vous savez, le pire, c'est qu'il a dit
ceux qui, tu sais, ils faisaient même allusion un peu à la Shoah. Bon, d'accord, il y a eu des vrais juifs qui sont morts, hein, qui ont été, qu'il y a eu des pogroms contre des vrais juifs et tout. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ce n'est pas les juifs d'Israël. Parce que là, attention, accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous êtes prêts ou pas? Dites-moi d'abord que vous êtes prêts. Allez, je veux savoir si vous êtes là et tout. Oh, il en peut plus, Meskin. Là, il y a Eric qui dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Attention, ce que je vais mettre là, ça va faire péter TVADP. C'est fini. Ils vont arrêter d'émettre. Ils vont plus exister. Là, je rigole. Bon, c'est bon, vous êtes prêts? Attention. Alors, séquence incroyable. Je mets un peu de suspense. En vérité, je ne fais même pas de suspense. Je suis en train de chercher il est où le bordel. Ah, il est là, c'est bon. Et la signature de l'accord de Balfour en 1933. Attention, préparez-vous, c'est parti. En 1933, l'association sioniste américaine signe avec Adolf Hitler l'accord de transfert ou l'accord Ha'avara en hébreu. Cet accord prévoit le transfert des Juifs d'Europe en Palestine et la construction d'infrastructures modernes par l'Allemagne dans ce territoire qui deviendra l'État d'Israël. L'entité éphémère prévue depuis le premier congrès sioniste de Bâle en 1897 et la signature de l'accord de Balfour en 1917. Aux commandes de cette opération, on retrouve l'ordre Lionel Walter Rothschild, financier de la City de Londres et premier financeur du mouvement sioniste. Pour en savoir plus sur ce sombre pacte entre nazis et sionistes, on vous invite à consulter les travaux des historiens Pierre Hillard et Jean-Claude Villa. En réalité, c'est quelques familles de banquiers. Les Rothschild, les Rockefeller, les JP Morgan, les Black, les Solomon sont depuis au moins le XVIIIe siècle à la tête des banques et des institutions qui dirigent la gouvernance mondialiste. On les retrouve derrière le Council on Foreign Relations, la Réserve fédérale américaine, la Banque mondiale, la Commission trilatérale. Et s'ils ont collaboré en sous-marin avec les nazis, c'est qu'ils partagent en réalité une même spiritualité, un paganisme primordial opposé au Dieu de la Bible. Ainsi, le terme holocauste, qui vient du grec holocaustos, signifie la fumée de la viande sacrificielle offerte aux anciens dieux Moloch ou Baal, présents dans l'Ancien Testament. Ces personnes, ces familles Rothschild, Rockefeller Morgan ou Black, sont bien co-responsables avec les nazis de la Shoah, de l'Holocauste et du massacre des Palestiniens. C'est du lourd ou pas? Avara, les amis! Avara! Tu sais, quand tu le dis comme ça, Avara! Avara, les gars. Un pacte en 1933, c'est-à-dire que Hitler, il est arrivé quand au pouvoir, Hitler? En 1933. C'est-à-dire à peine il est arrivé au pouvoir. Mais tiens, ils l'ont mis au pouvoir, tu verras. La finalité, c'est qu'ils ont mis Hitler au pouvoir. Ils l'ont mis au pouvoir et ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire avec le pacte Avara. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vous mets Pierre Hillard. L'Avara va poser les jalons en faveur d'un accord avec les nazis pour favoriser un courant migratoire juif. Formés aux techniques agricoles qui, après une formation en Allemagne, sont envoyés en Palestine pour créer le noyau de l'économie future israélienne. Et puis évidemment, on peut aussi considérer que ça donne une certaine forme d'avantage par rapport aux Palestiniens. L'Europe avait déjà des avancées au niveau de l'agriculture vraiment bien plus poussées que la Palestine. Le Troisième Reich prit conscience qu'il pouvait exploiter le mouvement sioniste contre les Juifs. En même temps, les sionistes furent convaincus qu'ils pouvaient exploiter le mouvement nazi au bénéfice des générations futures. Vous en parlez dans votre conclusion que vous avez terminé de rédiger le 24 février 2020. Les événements militaires dans toute la zone du Proche-Orient, sans oublier l'Ukraine, ne sont que la continuité d'un phénomène ancien et le reflet de bagarres terribles entre factions juives, laïques et spirituelles, entraînant dans leur lutte des pays dont les traits civilisationnels et les intérêts politiques et économiques sont tout autres. Et c'est grâce à ça que j'ai compris que l'Iran, que les Américains allaient laisser Netanyahou se faire défoncer parce qu'en fait, il y a une guéguerre entre le mouvement sioniste qui pense que Netanyahou va les projeter vers une fin terrible, c'est-à-dire que le mouvement sioniste, avec Netanyahou, risque même de disparaître, c'est ce qu'ils disent. Et donc, tu as tout un tas de sionistes qui disent qu'il faut l'arrêter, ce fou, parce qu'il y a une autre méthode qui est de arnaquer les peuples, faire des contrats signés comme avec Mahmoud Abbas et compagnie. Et donc là, c'est ce que vous voyez. Mais vous avez vu, Avara, Hitler, ils le mettent au pouvoir. Ils lui disent ce qu'il doit faire. Il enclenche une guérilla qui va être menée contre les Juifs, mais par contre, tous les Juifs sionistes, ils vont les former à la paysannerie, ils vont envoyer des tanks nazis, ils vont créer des villages, Incroyable. Mais ça, évidemment, tu veux le dire à qui? Va n'importe où, dis ça, ils vont dire complotiste, il n'y a plus de débat. Ça y est, complotiste, c'est l'arme c'est pire que la censure. Tu tombes à quelqu'un et te dit
Complotiste, dis-lui « Eh mamma mia », c'est mieux, wallah. Dis-lui ça plutôt. Eh mamma mia, vaut mieux dire ça que wallah, tu vas parler. Mais le pacte Avara a existé. Et tu as les familles, donc les Black, les Morgan, les JP, les Rothschild, les Rockefeller, déjà, eux, ils sont grillés, c'est-à-dire qu'ils ont des noms. Hein. Pierre Hillard a fait un livre là-dessus. Nazisme, sionisme, il y a tout, il y a le nom des dynasties, il y a tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien fait. Et franchement, voilà. Donc, quand lui, il arrive et qu'il nous dit L'âme du peuple juif, Al-Qajed Babek, le millénaire, millénairement martyrisé, millénairement exilé. on va essayer sans la voix. J'essaye de l'exorciser, les gars, avec un peu de riff, donc excusez-moi. En tout cas, DZ, bravo à toi, évidemment que Hitler a été aidé, soutenu, et qu'il a été même organisé, programmé. On continue évidemment. Bon, vous avez compris que mon truc sur le réchauffement climatique, c'est un gros dossier. Je vous le ferai la semaine prochaine, Inch'Allah. Déjà, au moins, il sera prêt. Comme ça, j'englanderai pas beaucoup cette semaine. Enfin, si, juste un peu. Mais on va quand même finir sur cette histoire-là de peuple élu là, et de Trarbeq au chocolat. Bah alors, Sophia, on a reçu sa petite coucoupe, son petit trophée, son petit prix lors du dîner du CRIF. Alors, on va analyser ensemble comment elle a fait, comment elle a pu obtenir ce trophée. On va déjà l'écouter en 2024, comment elle parlait des musulmans. Et puis, on va écouter, s'intéresser au discours qu'elle a fait justement lors de cette soirée. Et c'est très intéressant. On va prendre le temps de l'analyser ensemble juste après. On considère les musulmans comme une espèce menacée, comme une espèce à protéger. On prend les musulmans pour des bébés phoques. Et c'est insupportable. Vraiment, je suis, moi, de culture musulmane, je suis fille de musulmans, et je pense que le plus gros des mépris, il vient de ces gens-là. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui disent « Non, il ne faut pas leur parler comme ça, non, il faut les traiter comme ça, non, on ne peut pas leur dire ça ». Mais on ne peut pas rire de l'islam parce que ça va les blesser. Qui m'est reproché, c'est de refuser d'intégrer que ceux que je considère comme des victimes avaient été désignés par d'autres comme oppresseurs. Et ce, peu importe ce qu'ils pouvaient subir. Et qu'ils soient victimes d'un pogrom, d'attentats, d'enlèvement ou la cible de missiles des Houthis ou du Hezbollah ne change absolument rien pour ceux qui considèrent toujours et considéreront toujours les Israéliens comme des oppresseurs et qui leur refuseront toujours le statut de victime. Mon refus de choisir un camp n'était donc pas perçu comme une forme de neutralité, voire de banalité, mais comme le refus de choisir le camp des opprimés ou comme mon incapacité à choisir le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire. Cette certitude d'être du bon côté d'une histoire aussi complexe m'étonne d'autant plus quand elle est partagée par d'anciens collègues au sein de Radio France, des profs, des étudiants, des journalistes, des artistes, bref, des personnes raisonnables, des progressistes, dont on aurait pu penser qu'ils seraient à l'abri de ce manichéisme. Et il y a d'ailleurs une forme de modernité. Donc, cette bouffonne qui vient de recevoir un prix de la part du CRIF, dont je pense qu'elle ment, donc en arabe, ça veut dire « Jed Babek toi aussi », donc elle ment elle aussi, eh ben, elle, évidemment, elle a fait tout un discours pour l'inversion des valeurs. Donc, moi, je reste persuadé que tout ce qu'elle a dit, c'est une menteuse en version « Jed Babek », et qu'en vérité, elle fait partie de ces gens-là, un peu comme les Chalgoumi, etc., les faire-valoir de tout un système. Mais bon, soyons honnêtes, les amis, ça a commencé déjà à la Révolution française. 1789, ce qu'on appelle à tort la Révolution française éclate à Paris. Non dans toute la France, mais dans la capitale, essentiellement. Non tout un peuple, mais quelques milliers d'individus à peine. Plus précisément, quelques centaines de personnes au départ, haineuses de la monarchie et manœuvrant pour son renversement. L'historien et journaliste Pierre Gaxot, ancien membre de l'Académie française, écrira dans son livre sur la Révolution que les événements éclatent dans un pays florissant et en plein essor, non dans un pays épuisé. Cette révolution est vivement désirée par l'Angleterre qui déteste la France. La France qui est encore la deuxième puissance maritime au monde. Autre raison, le royaume de France domine par sa langue qui est parlée dans les cours royales, notamment à la cour britannique. La France domine enfin par sa culture qui fait l'admiration de tous. Pour se convaincre de la joie des politiciens anglais lorsqu'éclate la Révolution, il suffit de lire Edmund Burke, politicien britannique de l'époque. Les Français se sont montrés les plus habiles et révolutionnaires artisans de ruines qui aient jamais existé au monde. Ils ont entièrement renversé leur commerce et leur manufacture.
Ils ont fait nos affaires, à nous, leurs rivaux, mieux que 20 batailles n'auraient pu le faire. C'est dans ce contexte de la haine de la France, la haine de la monarchie, qu'un petit groupe, au départ quelques centaines de personnes seulement, parmi lesquelles les... Et évidemment, quand vous allez regarder le reportage entier, vous allez voir aussi tout ce qui est autour de la franc-maçonnerie, etc. plonger le pays dans la terreur. Les premières exécutions commencent au nom d'une soi-disant... Et franchement, les amis, voilà, la Révolution française, ça va être un choc thermique. Hein, je vous dis. Hein. Franchement, allez étudier ça, Marion Sigaud et puis d'autres. Choc thermique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, il ne faut surtout pas regarder si vous n'avez pas envie de descendre de haut. Voilà. Mais si vous avez envie de sensations froides, oublie le grand 8. C'est dépassé. Oublie le truc qui te propulse à 400 000 km. C'est dépassé. Viens et refais l'histoire, la véritable histoire de la Révolution française. Et là, tu vas te dire, c'est pire que l'histoire des Dents de la Mer. Tu sais, quand tu flippais de rentrer dans la mer, c'est incroyable. Ils ont tout mitonné. Tout. Le meurtre de bébés, tout ça pour faire accepter une guerre, ça c'est l'affaire des couveuses au Koweït. On est le 10 octobre 1990. Ce jour-là, devant le Congrès américain, une jeune fille s'apprête à témoigner. Elle s'appelle Naira, elle a 15 ans et elle vient du Koweït. Et si elle est ici, c'est pour parler de l'horreur qu'elle a vécue lorsque, quelques mois plus tôt, l'Irak a envahi son pays. Elle explique que ce jour-là, elle travaillait comme volontaire à l'hôpital koweïtien Al-Adan. Elle est alors témoin de scènes horribles qu'elle raconte devant le Congrès. Coming to the hospital with gangs. They took the babies out of incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. C'est juste horrible, mais c'est surtout complètement faux. Naira, c'était pas une réfugiée de guerre, mais la fille de Saud al-Sabah, l'ambassadeur koweïtien aux États-Unis. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Naira agissait pour le compte d'une agence de relations publiques, Hill & Knowlton. Cette dernière avait été engagée par l'association Citizens for a Free Kuwait, soutenue par le gouvernement du Koweït en exil, avec l'appui du Pentagone et de la CIA. Le but de cette opération, c'était de rallier l'opinion publique à la cause koweïtienne et de convaincre le Congrès américain de soutenir une intervention militaire contre l'Irak. Ils ont fait venir la fille de l'ambassadeur pour faire style qu'elle était dans un hôpital, elle travaillait, que les Irakiens sont venus, ils ont pris des bébés, ils les ont jetés par terre et tout. Vous voyez là, c'est mytho. La harqjet baba, elle aussi, elle ment. C'est que ça. Tout tient par le mensonge. Donc, qu'est-ce qui est l'inverse du mensonge? La vérité. Donc, ça veut dire que si on sait la vérité, on va se bouger? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois la vérité que l'on entend et la vérité qu'on va acquérir. Et c'est quoi le problème tout le temps? C'est que les gens entendent de tout, mais ils acquièrent rien. C'est quoi acquérir? C'est être capable de comprendre ce que tu viens d'entendre et être capable de le restituer. Hein? Une acquisition. Imaginez, vous êtes prof d'une petite section, vous êtes une dame, vous êtes, imaginez là, tiens, j'ai une prof avec qui m'écoute là. Tu apprends des tas de choses, tu dis des tas de choses à tes élèves, mais à la fin, quand tu leur fais un contrôle, il n'y a rien qui sort. Est-ce que les élèves, ils étaient devant toi, ils ont entendu? Oui. Est-ce qu'ils ont été capables de le redire? Non, ils n'ont rien acquis. Donc ça veut dire déjà que comme prof, tu es nul, peut-être. Ou alors que tu as les plus grands tocards comme enfants dans ta classe. Parce que les enfants, ce sont des éponges, ils retiennent tout, ils captent en 2000 à l'heure, donc il n'y a pas 40 000 solutions. Mais ça, c'est le pipeau. Donc on sait tout ce qui manque, mais en vérité, on n'a pas intégré qui manque. Parce que si on a intégré qui manque, tu sors les fourches et la Révolution française 2025. Mais comme on n'a rien intégré, il y aura la révolution canapé qui dure déjà depuis quelques années. Donc, on est en mode révolution canapé et j'approche bientôt de la fin avec une solution. Oui, j'ai pensé à vous. Je dis à personne. Scandale explosif en France, un réseau entier de centres de santé, Alliance Vision, vient d'être démasqué. 21 millions d'euros détournés à l'assurance maladie. Une fraude massive, organisée depuis l'étranger et pilotée depuis Israël. Derrière ce réseau, deux fondateurs franco-israéliens, Yair Haddad et Avner Tayeb. Des dizaines de centres ophtalmologiques, soi-disant au service des patients, mais en réalité, un système de fausses consultations, de surfacturation et de remboursement frauduleux. La justice parle d'un système ultra sophistiqué, avec des ordonnances fictives, des patients piégés à leur insu et un pilotage direct depuis Israël.
La fraude aurait duré plusieurs années, pendant que des hôpitaux ferment des lits et que des Français renoncent à se soigner faute de moyens. 21 millions d'euros, c'est pas d'une erreur, c'est un braquage en blouse blanche. Partage cette vidéo pour que ça ne reste pas enterré. Bon, c'est juste pour te dire que c'est encore Israël, quoi. Toujours pareil, comme d'habitude. Et là, je pense qu'il faut donner la parole à quelqu'un qui les connaît bien et regardez ce qu'il dit. Ils sont 1/6 de 1% de la population. On va laisser notre pays détruit jusqu'au bout par 1/6 de 1% de la population. Quand ceux qui se plaignent de la déferlante des migrants en France, qui se rappellent, je dis pour les petits droits tardés, que c'est l'assassinat de Kadhafi voulu par Bernard-Henri Lévy et perpétré par celui qui porte un bracelet en ce moment et qui mérite la tôle à vie, qui s'appelle Sarkozy, c'est parce qu'on a détruit la Libye de Kadhafi qu'il y a cette déferlante de migrants aujourd'hui sur le sol français. Et je rappelle que Bernard-Henri Lévy a fait tout ça en disant « je le fais en tant que… ». Tout ça est sourcé de A à Z. Donc je dis, est-ce qu'on va accepter de se faire pousser à la guerre civile, à la guerre mondiale? On va accepter la mise à mort de ce peuple martyr qui est le peuple palestinien, parce qu'une petite poignée de menteurs professionnels qui abusent de notre gentillesse de chrétiens laïcisés par les droits de l'homme nous humilient et nous terrorisent depuis des décennies. Hein? Que pensez-vous de ces propos? Commentez vos avis. Ils sont 1/6 de 1% de la population. Hey, 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 hey! À mes heures perdues, je chante. Ouais, franchement, est-ce que tu vas laisser encore faire tout ça pendant des années? Il va falloir te bouger le cul, te lever, frérot. J'ai pas fait ça pendant des mois. Ça se voit, mais bon, quand je vais m'entraîner bien, attention. Et j'ai un ami aussi, Microbe, vous allez voir. C'est un chanteur aussi, mais c'est un chanteur lyrique. Il est explosif. Mais il a raison, Soral. Les Français, ils sont 1/6 de 1%. 1/6 de 1%. Alors, qu'est-ce que nous, on est? Si 1/6, ils arrivent à foutre ce bordel. D'ailleurs, toujours Soral, et on va finir avec… il m'en reste encore 2. De toute façon, je vais le dire radicalement. On a des gens qui sont sur une religion qui est fondée sur 2 piliers, hein, qui s'appellent le peuple élu et la terre promise. Le peuple élu, c'est un mensonge, puisqu'il n'y a que qu'on votait. Et la terre promise, ce n'est pas la terre des ancêtres. C'est-à-dire que le peuple élu est un mensonge qui légitime la terre promise, c'est-à-dire un vol. C'est-à-dire que c'est une religion qui est fondée sur 2 piliers, un mensonge qui légitime un vol. Tu vois. Donc ce sont essentiellement et structurellement des agresseurs. Ce sont des agresseurs. Quand j'arrive devant toi et je dis voilà, je suis le peuple élu, ma terre t'est promise, je suis en train de te dire que je vais te la mettre. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas censé accepter en disant ah bon, si c'est Dieu qui l'a dit, excuse-moi, tu veux ma femme, tu veux ma chaise. Enfin, tu vois, c'est ça la réalité fondamentale. Tu vois, et ça s'appelle la réalité palestinienne. De toute façon, je vais le dire. Qu'est-ce qu'il envoie du lourd. Avant, je ne l'aimais pas, lui. Hein. Ah putain, avant, je ne l'aimais pas. Mais là, je suis obligé de m'incliner. Ah, comme quoi, je ne suis pas un arrogant, vous avez vu. Le mec, il est classe. Eh bien, franchement, je le reconnais. Je le reconnais en tout cas. On pourrait peut-être informer nos amis internautes que samedi prochain, Alain Soral sera notre invité à 20h. Exactement. Et il faut aussi savoir qu'on l'a déjà reçu très régulièrement et qu'à chaque fois, il fait un carton. Pourquoi? Parce que ce mec-là, c'est un vrai intellectuel. C'est un vrai. Ils sont rares encore les mecs comme lui, c'est-à-dire que quand il ouvre sa gueule, il y a de la profondeur. Il y a de la profondeur, il y a de l'histoire, il y a tout ce que tu veux. Et sur ce coup-là, c'est-à-dire que même vous avez vu sur Gaza et tout, il a franchement exceptionnel. Donc je vous invite évidemment. Samedi soir, à partir de quelle heure? 20h30, c'est ça? 20h. 20h. Franchement. Dans Où va ce monde? On recevra Alain avec Claude Jambier. Claude Jambier, exceptionnel, que je salue d'ailleurs au passage, avec Lise, que je salue, et toute l'équipe de TV ADP, notamment Pamela Delaine, assistante que je ne connais pas, mais qui bosse par derrière, donc je la salue, et Noémie Le Gouen. Mesdames et messieurs, je vous remercie évidemment d'avoir été aussi patient. 2 heures d'émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain où je vous aborderai le climat et tout ça, mais un petit truc pour dimanche prochain. Tiens, je vous mets un petit peu l'appétit en bouche. Plus il y a de CO2, plus il y a de vie. Alors, le GIEC explique par ailleurs qu'une réduction du fameux dioxyde de carbone, le CO2, limiterait le changement climatique, mais en fait, de combien l'humanité peut-elle réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Écoutez, c'est quoi la marge possible? Écoutez ça, vous ne trouverez pas ça dans les rapports du GIEC. Dans le rapport du GIEC, la seule chose qui compte, c'est le communiqué de presse, il n'y a pas de chiffres. Les chiffres, je vais vous les donner. Et vous allez voir quelque chose de très curieux. Dans l'atmosphère, il y a 3200 milliards de tonnes. De CO2. De CO2. Vous prenez un pays comme la France, nous émettons 0,16 milliards de tonnes. Vous faites le rapport des deux. Ce que nous émettons chaque année, c'est 1/20 millième du CO2 atmosphérique.
est-ce qu'on peut vraiment avoir une influence quand on est responsable de 1/20 millième, et même l'Europe tout entière, de 1/2 millième? Bien entendu, non. Et ce rapprochement, il n'est jamais fait. Et il n'est jamais fait pour deux raisons. Mais d'abord parce qu'il ridiculiserait le GIEC. Comment agir sur un 20 millième? Mais il y a une autre raison, c'est que les spécialistes ne comptent pas le CO2 de la même manière. Pour les... Donc déjà, vous avez ça. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère terrestre, il n'y aurait plus de végétation sur Terre. Et donc, il n'y aurait plus de... Donc déjà, tu apprends que le CO2, finalement, c'est une très bonne chose. On dépense 40 milliards d'euros par an pour éviter un réchauffement de 0,0000056 degrés par an. Exactement. Presque invisible. Absolument invisible, évidemment. À ce rythme-là, il faudrait patienter 18 000 ans pour que la France réchauffe la planète d'1 degré. 18 000 ans pour que la France réchauffe la planète d'1 degré. 18 000 ans, là, franchement, à part te dire qu'ils nous la mettent profonde, je ne sais pas quoi dire. Je m'excuse pour le terme, mais franchement, c'est celui qui me vient le plus à l'esprit. En tout cas, pour le peuple de Palestine, hey, yeah, courage. Et évidemment, pour tous ceux qui veulent soutenir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire en sachant d'ailleurs que dans, par exemple, les initiatives qu'on prend tous les jours avec une bande de potes là, de TikTok, on a 2 familles, on trouve à peu près 800 € pour 2 familles chaque jour, c'est-à-dire entre 200 et 400 € par famille tous les jours. Et on fait ça déjà depuis quelques jours et on faisait ça depuis quelques mois. On avait réussi à récolter 80 000 €. Et en plus, on a récolté, rappelez-vous, pour Oumaboud, la sœur qui était venue témoigner sur TVADP que Eric voulait aider. On lui a récolté quelques milliers d'euros. Et on continue tous les jours à faire ce petit travail. En tout cas, merci à tous et à tous. Si vous avez envie de participer, abdelzahiri161@gmail.com. Vous m'envoyez un message, je vous envoie comment faire et vous pourrez envoyer directement sur le PayPal des Palestiniens si ça vous dit. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime presque tous. Salam alaikum.